Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 217 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, lundi matin, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 18. Bon. Alors, comment allez-vous en ce lundi matin? J'espère que tout va bien en cette semaine de reprise, mais justement, nous avons aujourd'hui une semaine de NBA plein temps, mais la semaine dernière, c'était une semaine un peu spéciale, puisqu'il n'y avait pas de match pour la majorité de la semaine, vous le savez. Il y avait le All-Star Break, et donc, qui dit semaine spéciale, dit émission un peu spéciale. On a forcément parlé un peu moins de matchs dans cet hebdo, bien sûr, puisque il n'y avait pas de match à voir. Et donc voilà, aujourd'hui, on passe un peu de temps sur les news, on fait un petit débrief sur le All-Star Game, on parle de plein d'affaires dans les news, l'affaire JJ Redick aussi, si ça vous intéresse, mais aussi les questions auditeurs, comme d'habitude, le quiz à la fin, mais voilà, on aborde tout de même pas mal de choses. On aborde aussi les matchs, vous allez voir, de Charlotte et le fameux Dallas contre Phoenix, qui a été joué à la reprise. Et je vous dis ça aussi pourquoi? Parce que si vous l'avez loupé, nous avons un extrait de cet hebdo, à la base, qui a été enregistré pendant cet hebdo, mais qu'on a publié déjà un peu en avance, déjà hier, comme en tant que podcast à part entière donc on fait un point sur les Dallas Mavericks 2024, la trade deadline, Grant Williams, PJ Washington, Daniel Gafford, et tout ceci. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas dans l'émission, mais ça a déjà été publié hier. Si ça vous intéresse, d'aller rechercher ça. Donc, le podcast publié dimanche hier sur les Dallas Mavericks 2024 et la trade deadline et la nouvelle équipe, les Mavs New Look, on va dire. Et donc, aujourd'hui, vous le savez, se joint à nous pour l'hebdomadaire, pour l'hebdo de ce lundi, c'est Baptiste qui nous rejoint. Bien sûr, Baptiste Penny Bergkamp sur Twitter, Baptiste du projet Le Roster et du NBA Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast et les hebdos, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, un petit like sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à tous pour ceux qui le font et qui l'ont déjà fait. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 18. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle semaine de NBA et un nouvel hebdomadaire du Basket Lab, pardon, je perds mes mots dès le début. En tout cas, nous sommes avec cette nouvelle semaine avec Baptiste aujourd'hui, que vous connaissez, qui fait partie de la rotation. Comment vas-tu, Baptiste? Salut Guillaume, salut tout le monde. Écoute, ça va, batterie un peu rechargée avec le All-Star Break, et c'est vrai que là on approche d'une période de la saison un peu bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, mais où en gros il y a beaucoup d'équipes qui ont activé le bouton tanking, et où pour les équipes qui jouent encore quelque chose, les matchs valent cher. Donc c'est assez particulier, mais c'est aussi intéressant, quoi. Disons qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer là. Il y a d'abord une première période assez compétitive. Ensuite, tout le monde qui va lâcher du lest à la fin, vers avril, comme tu dis. Enfin, quoique même, non, t'as raison, même mi-mars. Il y en a en général qui plient boutique. Et puis aussi, c'est la période des narratifs pour les trophées de fin de saison. C'est maintenant que ça va se créer ou se solidifier, je pense. Donc, on verra ça. Baptiste du NBA Dreamcast Show que vous connaissez, Penny Bergkamp, le roster, etc. Quelle actu d'ailleurs sur ton podcast, le NBA Dreamcast Show, tu as sorti des podcasts récemment? C'est vrai. Je commence à reprendre un peu d'activité. Alors, quelle est l'actu? J'ai sorti un podcast un peu avec le cœur sur les Knicks, où on a fait 2 heures sur les Knicks pour un peu détailler aussi comment cette équipe a été construite, etc. et quel objectif pour cette saison, en gros. Et là, il y a aussi, du coup, je pense au moment où on parle, un épisode avec toi, tout à fait, sur du coup comment entourer X joueurs. Et normalement, il y a une petite série qui va commencer un peu plus, comment dire, un peu plus théorique, avec un peu plus de recul aussi sur le jeu. Donc voilà, j'espère que ça sortira vite, mais un peu plus d'activité que les précédents mois, c'est vrai.
Est-ce que tu te sens ambitieux ou pas aujourd'hui? Est-ce que tu te sens d'annoncer le nom des joueurs alors que t'es pas sûr que l'épisode en question est sorti? L'épisode on construit autour d'eux. Ah oui, on construit autour de, je vais dire les noms du coup, de Luka Doncic, tiens, pour le MVP et la narrative, voilà, pour Ah, Victor Wembanyama, pardon, et Alperen Şengün. Et du coup, le thème quand même pour justifier un peu tout ça, c'est les Européens. C'est le QV spécial européen. exactement. Bon, en tout cas, c'était très cool à faire, donc vous pouvez aller écouter si c'est sorti. C'est le suspense de ce week-end, du coup. Mais bref, donc oui, avec Baptiste, tu parlais du All-Star Break. Qui dit All-Star Break dit pas de match, dit donc peut-être hebdo un peu particulière aujourd'hui. On va peut-être Ouais. moins parler des matchs que d'habitude, mais tout de même, on va parler de plein de choses de toute façon. Restez là, ne coupez pas de suite, restez avec nous. On a des news comme toutes les semaines, on a des affiches, on va parler de quelques matchs tout de même. On a une partie focus aussi, on a quelques thèmes un peu à une échelle non pas microscopique mais macroscopique, bien entendu. Les questions auditeurs, là elles sont là, même s'il n'y a pas trop de matchs cette semaine. Et puis le quiz pour finir. Baptiste, tu sais que la dernière fois tu pouvais passer premier, tu es désormais dernier. La NBA va vite, hein. Et le quiz du Basket Lab va encore plus vite. Oui, le, le, le football il a changé. Ah mince, non, Ouais. je peux plus le dire maintenant parce que c'est protégé par des droits. Mais bref, bah, si t'es prêt, on peut y aller. On peut y aller, Baptiste, de suite avec les infos de la semaine, évidemment, pour commencer. Bon, je vais pas te mentir, on n'est pas sur une semaine magnifique en termes de news, quoique, je ne sais pas. Mais en tout cas, la première actu, c'est le All-Star Game, évidemment, l'actu de la semaine passée, évidemment, dont on a parlé pendant des jours et des jours. Bon, il n'y a pas de vraie actu, il n'y a pas de match, donc peut-être ça ça a pas aidé aussi à ce qu'on en discute tous les jours. Mais donc le All-Star Game qui s'est fini sur un score de 211 à 186, et pendant plusieurs jours après ce match, comme dit, une pluie de râleries et de catastrophisme. Et je trouve plus que d'habitude, je sais pas toi quel est ton avis, mais j'ai trouvé que ça a râlé plus que d'habitude et j'ai l'impression que les gens étaient quand même un peu plus mécontents. Je sais pas. Moi, j'ai pas eu forcément cette impression, mais parce que, en fait, j'ai quasiment pas trop regardé. En fait, dès que je voyais une news par rapport au All-Star Game, j'avoue, je la passais un peu parce que ça m'intéressait pas. Mais enfin, de loin, j'avais l'impression que c'était un peu, en gros, la même chose, la même dose d'énervement et que chaque année, sauf qu'en fait, petit à petit, le verre il se remplit, quoi. Donc, donc les gens commencent à vraiment saturer. Je pense, j'ai l'impression. Mais bon, je sais pas à quoi s'attendre parce que je crois que c'est toi qui en as parlé, mais les revenus, enfin les audiences ont été excellentes quoi pour le All-Star Game. Donc je suis pas sûr que beaucoup de gens ont proposé des grands changements, etc., etc. Et c'est bien d'y penser, je trouve ça intéressant, mais je suis pas sûr que la NBA y réfléchisse vraiment quoi en gros. Bon alors, moi pour le coup, mon tweet est un peu ironique, hein, pour le coup. Bon, je vais pas expliquer, mais en gros, c'était, ils ont annoncé un surplus en pourcentage d'audience par rapport à l'an dernier. Certes, mais il se trouve que l'an dernier c'était la pire de all time, et cette année c'est juste la deuxième pire all time depuis X années en fait. C'était un peu ça. Bon bref, c'est un peu ça qui était marrant. Mais non, mais tu vois, plus que d'habitude, j'ai trouvé que bon, chaque année, il y a un peu le camp de ceux qui regardent et ceux qui sont intéressés et ceux qui s'en fichent. Moi, depuis X années, je suis dans le camp de ceux qui s'en fichent. Mais j'ai trouvé que cette année, il y avait des râleries, en fait, même parmi les gens qui, d'habitude, aiment bien cet événement. Des gens qui, d'habitude, regardent, d'habitude, sont intéressés. Et j'ai trouvé que plus que d'habitude, il y avait des gens de ce camp-là qui disaient, ah ouais, bon, c'est quand même un peu, c'est pas top, quoi. Donc, bon, après, c'est peut-être Ouais. une impression, mais voilà. Et puis, comme dit, les joueurs aussi, on semblait le dire. Je sais pas si t'as vu aussi Adam Silver, qui avait l'air un peu blasé, un peu dégoûté quand il a remis le trophée. Je sais pas, t'as pas entendu ça, il a remis le trophée, il a lâché un well, Ah. assez dépité. Bon, ben voilà, ok, bon voilà, tiens, prends ton trophée. Mais même Adam Mais Silver était un peu passablement agacé. Ouais, mais c'est vrai que, un peu pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que normalement il y a un peu des gens qui trouvent un intérêt annexe dans les concours ou dans toujours un peu quelque chose. Et là, je trouve que même les concours et le concours à 3 points ou le skills challenge, etc., se sont fait un peu lyncher, si je sais pas si je peux dire comme ça parce que, mais voilà. Donc ouais, vraiment un peu le flop total de A à Z, la seule chose un peu qui, j'ai l'impression, encore une fois, je dis ça de loin, moi j'ai regardé à chaque fois, j'ai survolé,
Donc voilà, mais le seul truc un peu qui a sauvé un peu les meubles, j'ai l'impression que c'est le Sabrina Ionescu contre Steph, quoi, en gros. Ouais. Non, mais effectivement, voilà, pour le coup, ça a toujours été un match un peu détente, un peu amusant, mais ne serait-ce qu'en une dizaine d'années, on est quand même passé de quelque chose qui était un peu fun à vraiment, bon, ben là, ils y sait même plus, en fait, les joueurs. Ouais. Ce qui, en un sens, peut aussi se comprendre, parce que quelle serait leur motivation? C'est quoi l'incentive? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'enjeu sportif derrière, il n'y a pas d'enjeu tout court. Alors, après, on peut invoquer d'autres raisons, peut-être la morale ou l'éthique de jouer le jeu alors que être de bonne foi, etc. Bon, ok, mais de facto, tu sais, c'est un peu le problème. Le même, pour moi, c'est un peu pareil qu'avec la draft. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, la draft, tu pourras trouver toutes les parades que tu veux, essayer d'aplanir les probabilités à la loterie, etc. La finalité, c'est que tant que à la fin de la saison, tu donnes les meilleurs choix possibles aux équipes qui perdent le plus, bah, tu auras quand même des gens pour tanker. En fait, c'est le problème, c'est la finalité. Et avec le All-Star Game, c'est un peu pareil. J'ai l'impression où le problème, c'est la finalité, qui est qu'il n'y a aucun enjeu. Alors, en tout cas, un jeu sportif. Mais en même temps, est-ce que tu as envie de mettre un enjeu sportif sur ce match où, du coup, je sais pas moi, Boston, toute la saison, il s'embête à être le numéro 1 à l'Est pour avoir l'avantage du terrain. Et puis non, en fait, au All-Star Game, c'est l'Ouest qui a gagné. Donc, en finale, ils n'auront pas l'avantage du terrain. Bah non, en fait, c'est pas très cohérent non plus. Après, donc, même LeBron James a dit, il va falloir trouver une solution. Donc, tu penses bien que même les joueurs sont en inconscience. On parle de primes pour les joueurs. Est-ce qu'il faudrait pas avoir des primes? Bon, sachant qu'ils en ont déjà, donc voilà, je ne sais pas si une simple motivation financière pourrait faire pencher la balance. Je ne sais pas, mais c'était un peu l'actu de ce All-Star Game qui a embêté un peu de monde, je trouve. En tout cas, j'ai eu ce ressentiment-là. Et non, mais c'est intéressant. Alors, je vais faire une petite digression, mais du coup, c'est un peu la semaine où on peut en faire. Mais par exemple, si on peut, moi, je trouve ce qui était un des seuls trucs pas mal des dernières années, oui, c'est pas mal de choses, c'était le fameux target score du quatrième quart-temps. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, ça m'y a fait penser parce que j'ai écouté l'émission de l'interview de Nadir Rifi, qui est du coup un joueur du Paris Basket par Zach Nani. Du coup, Zach Enrouli, bon, qui est une émission que je pense beaucoup de gens connaissent. Et en gros, du coup, Nadir Rifi expliquait que du coup le All-Star Game de la LNB, en fait, oui, pendant 3 quarts temps, on rigole un peu, mais en gros, pendant le quatrième quart temps, ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite prime pour les joueurs, pour l'équipe gagnante, et ça, du coup, ça les motive un peu à jouer le quatrième quart temps, un peu vraiment avec un peu plus d'intensité, quoi. Donc voilà, moi, je pense que la prime, c'est le seul moyen d'ajouter de l'intérêt pour les joueurs sans trop qu'il y ait ce côté désavantage sportif pour le reste de la NBA, comme tu l'as dit par exemple avec Boston, ou avec l'avantage en finale, ou etc. Ça, je trouve ça trop fort en fait comme mesure. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu triste d'en arriver là, mais que peut-être que le seul moyen c'est la prime, quoi. C'est un peu comme ça que j'y ai pensé, quoi. Non, puis il y a aussi l'aspect blessure où t'as pas envie non plus de forcer pour te blesser. Imagine tu te blesses. Mais bon, en même temps, on peut se dire aussi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les mecs ils se blessaient pas non plus énormément et pourtant ils forçaient quand même un peu plus, quoi. Donc peut-être qu'il y a une dérive de ce côté-là aussi, de dire certes la crainte de la blessure et ça se comprend, mais bon, mine de rien, peut-être que je ne sais pas. J'avance des hypothèses et tu parles aussi c'était en 2020, hein, le fameux Ilam ending, pardon. Bon, qui a une formule un peu compliquée, mais en gros qui avait fait un suspense de fou, hein, sur cette fin de All-Star Game. Il y avait un Money Time hyper disputé. Enfin, c'était vraiment un régal. Même j'avais même regardé des passages en force. Ouais, j'avais regardé même à l'époque. C'était hyper intéressant. Je crois qu'on a un peu tous oublié parce que c'était All-Star Game 2020. Ouais. Et que c'était 2 semaines avant le Covid, je crois, et qu'ensuite tout est l'espace-temps s'est arrêté. Et on a tu sais que c'était il y a déjà 5 ans, hein, quasiment. Non. Bon, bref. 4 ans, du coup. Ouais, bon. Oui, 4 ans, c'est vrai. Tu vois, je suis déjà perdu. Oui, non, alors, ce qui m'a aussi fait rire, bon, dans les news, hein, toujours, c'était qu'on a appris que pourtant, André Iguodala, Larry Bird et Dr. J étaient venus parler aux joueurs dans le vestiaire pour les motiver, les inciter à être compétitifs. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a besoin que des anciennes légendes viennent leur parler. Mais je l'avais pas vu celle-là, je l'avais pas vue. C'est vrai, tu l'avais pas vu? Non, je l'avais pas vu, mais je t'ai dit les news du All-Star Game, j'en ai vu très peu passer, donc bon, ravi d'apprendre celle-là quand même. Les news du All-Star Game, tu as pas vu passer. Est-ce que tu as vu passer l'affaire dont on va parler?
l'affaire JJ Redick. Est-ce que tu en as entendu parler de ça? Oui, oui. Et qui, je trouve, qui a fait beaucoup de bruit, je trouve, pour rien, mais je sais pas trop. Vas-y, je présente un peu, présente-la quand même. Non, mais effectivement, malheureusement, on est une semaine assez pauvre en news et ça a occupé l'espace, on va dire, mais Ouais. non, alors, la fameuse affaire JJ Redick, qu'est-ce que c'est? JJ Redick, on peut appeler ça JJ Redick contre Pat Beverley, contre Doc Rivers aussi, peut-être, je ne sais pas. Bref, en gros, ça commence, je crois qu'à la base, il y a une interview de Doc Rivers qui est avec des déclarations un peu lunaires, comme d'habitude, où il dit que c'est dur d'être à Milwaukee. Et là, Redick, il règle un peu ses comptes avec Doc Rivers, dans l'émission First Take, donc, l'émission sur ESPN en grande pompe, les hot takes où il faut crier le plus fort, et voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Il règle un peu ses comptes avec son ancien coach en disant Doc Rivers, de toute façon, c'est toujours une excuse, on le connaît, etc. Ce sera toujours une excuse, blablabla. Ok. Et donc ensuite, Pat Beverley lui répond. Pat Beverley, lui aussi un ancien joueur de Doc Rivers, mais aussi, surtout, joueur actuel de Doc Rivers. Donc là, Pat Beverley dit bon, t'es bien gentil de dire ça sur les plateaux, mais en même temps, Doc Rivers, il a quand même sauvé ta carrière, ça se fait pas, quoi. Mais il le dit en toute objectivité, hein, du coup. En toute objectivité. Oui, alors. Bon, c'est pas très classe de Beverley, c'était pas très classe non plus peut-être de la part de Redick de régler ses comptes comme ça à l'antenne sur un ancien coach alors que le coach pouvait pas répondre. Ouais. Mais bref, donc là Beverley lui dit ça, Redick lui dit mais non, c'est pas vrai, j'avais aussi d'autres propositions de contrat à l'époque où j'ai signé aux Clippers. OK, donc là il y a ensuite un autre personnage rentre dans la danse, c'est Austin Rivers et pas Austin Reeves, Austin Rivers, le fils de Doc Rivers qui dit non, c'est pas vrai ce que dit Pat Beverley. Et là un autre personnage encore rentre dans la danse, c'est Spencer Rose qui dit tiens, en parlant de joueurs dont la carrière a été sauvée par Doc Rivers, c'est peut-être toi en fait Austin Rivers. Voilà, et ensuite on a un Pat Beverley qui ressort du bois qui nous dit ouais, dans la série en 2015, la série donc fameuse série Houston Clippers où Clippers menaient 3-1 et ils ont été remontés. Oui, JJ Redick, tu t'es fait allumer par James Harden. Les Clippers auraient dû titulariser Jamal Crawford qui, comme tout le monde le sait, était magnifique en défense, évidemment. Ah oui. Ce sur quoi JJ Redick répond magnifiquement. JJ Redick très brillant qui répond avec des pourcentages défensifs de match-up direct. Voilà, ce qui est à peu près la stat la moins pertinente du monde à peu près. Donc voilà, ça volait pas très haut. Bref, c'était. Et puis ensuite, oui, c'est pas fini parce qu'ensuite on a une sortie de JJ Redick qui nous dit. J'allais dire. Ben oui, c'est pas fini, ça s'arrête pas là, comme tu dis, effectivement, parce que la semaine de JJ Redick n'était pas finie. Ou alors oui, j'ai fait une vidéo sur Point Zion sur ma chaîne. Alors JJ, moi aussi, hein, avec Azad, on l'a fait la semaine dernière. Bon bref, il dit oui, j'ai fait une vidéo sur Point Zion, ça fait même pas 50 000 vues, alors que mes déclarations de Doc Rivers, ça fait des millions de vues, comme quoi le public n'a pas envie d'être éduqué. Ce sur quoi, aux États-Unis, il y en a qui lui répondent, notamment Tom Ziller dans sa newsletter qui répond, c'est un peu hypocrite quand même de la part de quelqu'un qui justement va sur First Take pour gueuler et qui lui-même se met aussi pas mal dans ce personnage et dans la peau de quelqu'un qui gueule et qui a des hot takes. Et qui va, non, petite précision que je trouve, marrante parce que je crois que c'est Ben de Dunkebdo qui l'a dit et ça a fait tilt dans ma tête quand il l'a dit. C'est JJ Redick va à chaque fois sur First Take, à chaque fois qu'il y va quasiment il mentionne son podcast. Ah bah oui. Donc il y va pour se faire un peu de la pub gratuite aussi, je trouve. Et enfin je sais pas, je trouve ça un peu très vrai du coup de la part de Ben et un peu ça rentre dans un côté un peu je sais pas mais presque malhonnête en fait de la part de notre ami JJ Redick, mais je t'en prie, pardon, je t'ai coupé. Non, mais tout à fait, tu viens de rajouter parce qu'effectivement, en plus, il y a aussi cet aspect où, voilà, JJ Redick, comme dit, hein, quand il y va, il joue le jeu aussi. Alors, rappelez-vous l'affaire de, mais c'était des plombiers dans les années 60 ou que des trucs comme ça. Alors, effectivement, parfois il y a des analyses plus intéressantes que Stephanie Smith ou Perkins, mais c'est pas dur. Mais en effet, il y a un peu ce truc où Tom Ziller lui a dit, c'est peut-être un peu hypocrite de dire, est-ce que le public a pas envie d'être éduqué, sachant que bon, toi aussi tu joues ce jeu-là, etc. Ce qui a créé des débats dans la sphère américaine, dans la sphère française aussi. Mais finalement, qu'est-ce que c'est être un bon fan? Est-ce qu'on a envie d'être éduqué ou pas? Est-ce qu'on est là juste pour le plaisir ou pas? Ce à quoi la réponse au débat, c'était finalement, chacun finalement peut consommer la NBA comme il le veut, hein. C'est aussi simple que ça. Ceux qui veulent des news ou de l'entertainment, ils peuvent le voir sur des gros sites très faciles d'accès. Ceux qui veulent de la tactique, finalement, ils peuvent s'embêter à aller chercher dans des petits comptes obscurs et y passer 3 heures. Et c'est bien comme ça, le système est bien comme ça. Ceux qui veulent les sneakers, ils vont manger une barre chocolatée. Bon, moi je connais pas ça, les sneakers. Mais bref.
Voilà, c'était un peu ça la réponse à ce débat, hein, c'est que finalement tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent les news, c'est sur les gros sites. Ceux qui veulent un peu plus, il faut quand même chercher beaucoup plus. Mais bon, et tout ça aussi sur fond de déclarations lunaires. Donc à la base, Doc Rivers qui en a fait des belles aussi. Je sais pas si tu les as vues, mais il a été surpris que Milwaukee l'ait appelé, et même il était surpris que Milwaukee ait viré Griffin, et il ne comprend pas pourquoi on l'a appelé lui. Et il aurait aimé récupérer l'équipe plus tard, je crois. C'est quelque chose comme ça. Ouais, et puis aussi, il dit aussi que finalement c'est plus dur que ce qu'il pensait. Et puis aussi il y a le Serge Le Mito qui est arrivé aussi, qui nous a dit non mais moi j'ai dit à Kawhi Leonard à l'époque que j'étais coach, où il était coach donc des Clippers, non mais tu sais finalement faire un trade pour Paul George, pourquoi, je suis pas sûr, hein, parce que tu sais SGA il est peut-être plus fort, hein, il va être très fort aussi, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu celle-là. Voilà, c'était magnifique semaine. Je sais pas quoi dire. il y avait de la place à prendre, il y avait de la place tout simplement. Donc JJ Redick, on a profité, on va dire. Mais voilà, on s'occupe comme on peut, j'ai envie de dire. Hein. Je suis d'accord que c'est pas, enfin, tout ça pour arriver à la conclusion de, en fait, chacun fait ce qu'il veut, en gros, ce qui est vrai, hein, qui est simple mais qui est vrai. Voilà. Beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est ce que je voulais dire au début. Oui, et puis dans le fond, il a quand même aussi un peu raison, Redick, sur le côté. Bah oui, je fais un truc intelligent, ça fait 50 000 vues. Bon, déjà, moi, j'aimerais bien les faire, les 50 000 vues. Et quand je fais une déclaration dans les médias, ça fait des millions. J'ai envie de te dire, il a aussi raison. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais bon. Oui, bienvenue au club, quoi. sans doute que, sans aucun doute, il a passé énormément de temps, infiniment plus de temps pour faire ses vidéos sur Zion plutôt que sur gueuler sur Kendrick Perkins ou sur Doc Rivers. Mais oui, voilà, quoi. C'est pas nouveau. T'as l'impression un peu qu'il découvre le truc, quoi. Mais c'est comme ça depuis presque la nuit des temps, et pas que dans le basket, j'ai envie de dire aussi. Donc bon. Oui, parce que ça marche à son échelle américaine et dans les grands médias. Ça marche, nous, à notre échelle française aussi, hein. Nous, de la sphère tactique, on le voit aussi, hein. Mais voilà, oui. Ça marche partout comme ça. Hein. Même... ce que j'ai trouvé un peu dommageable, c'est que, je pense que du coup, nous, par exemple, la sphère tactique, qui faisons, qui sommes un peu une niche finalement, je sais pas toi, Guillaume, mais moi, en tout cas, je fais ça avant tout pour moi, parce que j'aime bien faire ça, quoi. Et du coup, dans cette déclaration de JJ Redick, oui, il y a un côté c'est pas équitable en travail, etc. Mais fais ça pour toi quelque part. Parce que là, il le présentait vraiment sous l'angle, je fais ça pour les gens, pour éduquer les gens. Mais si tu cherches juste à faire des vues, je sais pas trop, mais c'est un peu maladroit. C'est effectivement un peu maladroit. Après, bon, moi je suis pas toujours hyper fan de Redick. Je sais il a une aura il est vachement brillant. Je pense que ça en dit plus sur qui est à côté de lui que sur lui, parce que tu vois, il y a des fois je suis pas totalement d'accord. Alors oui, c'est pas Perkins, c'est pas Stephen Smith, c'est quand même mieux, c'est largement mieux. Mais effectivement, comme tu dis, bon bref, on va pas y passer 3 heures. Non, pourquoi je parle de ça? Pardon, restez là, ne partez pas. Non, la Plus Lu Basket Lab, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est pour faire un peu de fact-checking, mine de rien, hein. Si tu es d'accord, Baptiste, c'est même que pour ça que je voulais en parler, de cette affaire. Est-ce que vraiment Doc Rivers a sauvé la carrière de JJ Redick? Alors toi, t'es peut-être un peu trop jeune, tu suivais peut-être pas à l'époque, donc je vais essayer de répondre à ça. Est-ce qu'il a aussi sauvé la carrière de Austin Rivers, et est-ce que il s'est fait vraiment allumer par James Harden en 2015? Alors non, mais le premier truc déjà, c'est que si je dis pas de bêtises, Austin, alors peut-être que je dis une énorme connerie, mais je crois que du coup Austin Rivers était une assez grosse star au lycée. Immense. Déjà, donc immense. voilà, donc on n'est pas sur par exemple, mais Bronny James qui a énormément et qui va peut-être se faire drafter uniquement par son père. Alors il a sans doute des qualités qui devraient être draftées, hein, je dis pas le contraire, mais il sera sans doute drafté plus haut, et là il y a un vrai côté pas sauver la carrière, mais voilà quoi. Donc voilà. Alors, fact-checking du Basket Lab. Est-ce que Doc Rivers a sauvé la carrière de Redick? Pour refaire le truc, j'ai envie de dire oui et non, ou alors plutôt je ne sais pas. Parce qu'en un sens, pour dire Redick, gros joueur de fac, drafté à Orlando, mais à Orlando à l'époque Stan Van Gundy l'utilisait pas tant que ça a mis du temps, et puis ensuite c'était moyen. Quand il est arrivé en fin de contrat, il a été envoyé à Milwaukee, donc il a fait 3 mois à Milwaukee, le fameux Milwaukee de Brandon Jennings, mais aussi donc surtout Monta Ellis, JJ Redick, Mike Dunleavy, Ersan Ilyasova, etc.
qui avec plein de jeux en sortie d'écran, il en faisait partie. Mais voilà, il a eu quand même du mal au début à s'imposer dans une rotation NBA. Il a fait quelques bons mois donc dans ce Milwaukee, le fameux Milwaukee Bucks in Six, c'est celui-ci. Le fameux Bucks in Six, ça vient de ça, la série où Jennings dit on va remonter contre Miami alors qu'il était à 2-0. On va remonter premier contre huitième en playoff, Bucks in Six, et voilà, ça vient de là. Et donc là, Redick est free agent, la première partie de sa carrière donc est un peu décevante. Et là donc, que fait Redick ? Il signe aux Clippers. Et effectivement, il a ensuite la carrière qu'on lui connaît où il devient beaucoup plus important, un rôle beaucoup plus grand aux Clippers. Est-ce que c'est Doc Rivers qui lui a sauvé la carrière ? J'ai envie de dire, en un sens, oui, sa plus belle période c'était aux Clippers, mais de l'autre côté aussi, est-ce que le profil de Redick, totalement comme Korver aussi, n'allait pas de toute façon épouser l'évolution du jeu ? C'est aussi là-dessus où je pense qu'il faut nuancer. Korver, qui était aussi lui aussi pendant pas mal d'années un no-name, un utility player, un anecdotique en NBA pendant une petite dizaine d'années, et puis ensuite c'est devenu un vrai excellent joueur dans les années 2010. Je pense que Redick ça aurait fait un peu pareil, donc plutôt fact-checking de Pat Beverley, je suis pas trop d'accord avec ça pour le coup. Sur Austin Rivers, peut-être un peu. J'ai un peu des souvenirs de ça pour le coup, parce que Rivers, le meilleur lycéen du pays, etc., il va à Duke, il met un buzzer beater contre North Carolina avec Duke, ce qui est le top du top à l'époque. Il se fait drafter 10e, je crois, 10-12e chez les Hornets de Anthony Davis, qui a été drafté premier cette année-là. Bon, ça marche pas du tout. Donc 2012, draft 2012, ça marche pas du tout. Ça colle pas. Et en effet, saison 2015, il est récupéré par Doc Rivers aux Clippers, et alors que nous, on s'attend plus à grand chose, même plus à rien, et il devient, déjà il a du temps de jeu, alors que c'était pas sûr, et ensuite il devient un peu plus un joueur de rotation. Donc est-ce qu'il a sauvé sa carrière ? Oui, peut-être en partie, parce que est-ce qu'il aurait pu, Austin Rivers, avoir d'autres opportunités ailleurs ? C'est peut-être pas sûr, peut-être pas autant, mais en même temps, Rivers est aussi lui-même devenu un role-player très intéressant par la suite. Il a fait d'excellents matchs dans la fameuse série contre les Spurs en 2015. Donc voilà. Et puis le fact-checking, Houston 2015 contre Clippers 2015, la série de playoffs, est-ce que JJ Redick s'est fait allumer ? J'avais revu la série pour la centaine, donc notre top 100 des années 2010. Ça m'avait pas frappé aux yeux que c'était plus que d'habitude. C'est juste, c'est juste un mauvais défenseur qui se fait cibler, mais comme ça se passe tout le temps en NBA, quoi. Donc par un très bon attaquant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc fact-checking. Si ça vous dit aussi sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, la centaine pour revoir le parcours de JJ Redick, si ça vous dit. Mais voilà pour ce fact-checking. Est-ce que tu es rassuré après avoir entendu tout ça, Baptiste ? Ben oui, sinon je pense que je n'aurais pas trouvé le sommeil ce soir sans avoir ce fact-checking. Bon bref, je voulais quand même essayer de parler un peu sérieusement sur tous ces trucs un peu drama, un peu n'importe quoi. Voilà, la plus-value de Basket Lab, c'est quand même vous rappeler certains faits. Bref, allons sur le reste des news. Jack Vaughn a été viré de Brooklyn. Le coach de Brooklyn, il a été viré, alors que pour le coup, en début de saison, on en parlait, moi, comme une équipe un peu chouchou qu'on aimait bien voir, mais il a été viré. Apparemment, il y a des décisions qui ne passaient pas avec Michael Bridges, avec Spencer Dinwiddie et autres. Bref, il a été viré et remplacé par Kevin Ollie. Est-ce que tu connais Kevin Ollie, qui a un nom fantastique pour moi, avec plein de jeux de mots potentiels, mais est-ce que tu le connais, Kevin Ollie ? Kevin, oui, ok. Alors non, je ne sais pas qui est Kevin Ollie, j'avoue. Ancien joueur de NBA, mais surtout qui a été coach en fait de UConn pendant pas mal d'années, et notamment c'est lui qui a gagné la finale 2014 avec UConn contre Kentucky. Donc j'ai envie de dire, il a out-coach Calipari, mais en fait non, Calipari avait fait n'importe quoi sur cette finale. Donc voilà, j'en ai de très très bons souvenirs de cette finale malheureusement. Mais voilà, donc Kevin Ollie qui, donc je dis, a passé pas mal d'années à UConn, n'a jamais été assistant NBA avant, l'a été un peu depuis un an avec Jack Vaughn, mais ils sont un peu de nulle part, il a jamais été vraiment assistant NBA, donc on verra comment ça se passait avec Kevin Ollie, champion NCAA, et donc avec UConn. Et Shabazz Napier, pas Mohamed, mais Shabazz Napier à l'époque. Ouais, j'étais en train de regarder l'effectif, et il y a deux joueurs NBA du coup dans l'effectif des Huskies de 2014, ouais. Il y a Shabazz Napier et l'autre c'est Hamida Brima, voilà. Oui, tout à fait, qui était un cas qui avait causé des soucis à Draft Express. Il y avait eu un procès à l'époque qui aurait pu être comment on dit, pas un précédent, qui aurait pu faire jurisprudence sur les droits à l'image des vidéos de draft, etc. Mais bref, je divague déjà, pardon. Autre news, ESPN déprogramme 2 matchs de Memphis à la TV nationale, sachant que dans le même temps, on a appris aussi que Desmond Bane et Marcus Smart seraient absents 3 semaines de plus. Bon, on a compris le temps qui est un peu activé, et c'est un peu normal, c'est un peu normal parce que ils ont tout intérêt à faire ça.
Donc voilà, 3 matchs de suspension pour Isaiah Stewart aussi. Je sais pas si t'as vu. L'embrouille avec Drew Eubanks. Exactement. Bon, 3 matchs de suspension. C'est pas non plus énorme hein, pour le coup, mais bon. Voilà. Jordan Poole est remplaçant désormais. On continue un peu la descente aux enfers qu'on est obligé de documenter sur le Basket Lab malheureusement. Moi je t'aime toujours Jordan, mais voilà, c'est quand même un step. On espère que ça ira mieux dans le futur, mais voilà. En tout cas, décision marquante pour cette saison. Ouais. Julius Randle aussi, tiens, toi qui es fan d'Enix, Julius Randle qui essaye d'éviter l'opération de l'épaule. Il essaie de revenir un petit à petit, mais sans passer par la case billard. Et il essaye parce que sinon, ce serait synonyme de fin de saison, ce qui serait sans doute un peu embêtant. Et c'est parce que c'est pour une blessure à l'épaule, hein. C'est une dislocation de l'épaule. Et du coup, c'est ça. En fait, c'est normalement de ce que j'ai vu et lu et entendu, c'est il peut ne pas se faire opérer, mais en gros, c'est une blessure qui a un gros risque de s'aggraver pardon, comment on dit quand de se refaire de rechute. Voilà, merci. Donc voilà. Donc ça se comprend parce que peut-être que les Knicks ont une chance, mais c'est une stratégie qui sera sans doute risquée, quoi. Bah, on pour le comprendre aussi, lui il a envie de jouer, mais comme dit, s'il joue et que ça s'aggrave, bah c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. L'actu Wemby de la semaine, il y en a cette semaine. Il a été nommé égérie, je crois, de Louis Vuitton, voilà. Et puis il fait monter les audiences à San Antonio, plus 54% d'audience sur le marché local des Spurs, ce qui se comprend, ce qui peut se comprendre. Donc voilà l'effet Wemby dont on a parlé sportivement sur l'aspect sportif il y a peu de temps dans l'hebdo. Et puis oui, te questionner sur Mike Conley. Mike Conley vient de prolonger à Minnesota pour 2 ans à 10 millions l'année, donc pour un contrat court et en plus sur un salaire assez bon, même très bon hein, pour le type de joueur qu'il est. Qu'est-ce que tu penses de cette prolongation ? Je pense qu'en fait, c'est un bon choix pour Minnesota. C'est un bon deal déjà d'un point de vue financier. Mais alors, beaucoup de gens qui vont en gros, pourquoi ce serait pas forcément un bon deal ? C'est parce que avec ça, Minnesota rentre dans la taxe ou s'approche de la taxe. En tout cas, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais du coup, on est vraiment sur un all-in de ce projet. Mais en fait, ils avaient déjà tellement, je trouve, plus trop d'autres solutions. Et ils avaient avec leurs gros contrats qu'ils ont, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, même qui a été prolongé l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ton 5 majeur est sous contrat pendant du coup au moins 2 ans encore. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour une équipe qui est dans le top 3 de sa conférence. Donc ouais, pour moi, en fait, c'est plutôt pas mal parce que déjà, il y a un vrai apport de Mike Conley. Le deal est plutôt bon financièrement et ils n'avaient pas vraiment le choix, quoi, en gros. Oui, comme tu dis, actuellement, Jaden McDaniels est dans son contrat rookie, mais il a signé une prolongation anticipée. Donc pour l'instant, il est à 3 millions parce que contrat rookie, mais l'an prochain, il sera à 22. Donc ça monte directement. Je pense que il y a des Nasrid qui pourraient être échangés, voire même Kyle Anderson. Non, Anderson en fin de contrat, Kyle Anderson. Mais voilà, comme tu dis, peut-être qu'on va essayer on essaiera l'an prochain de voir ça au niveau financier parce que ça devient compliqué, autant de gros contrats. Mais voilà, comme tu dis, c'est aussi un all-in et pour le coup, je trouve que en soi, le contrat est quand même bien pour un joueur qui est encore compétent, qui apporte du leadership, expérience, etc. Dans un vestiaire assez jeune, quoique il commence un peu à vieillir, avec avoir pas mal de vétérans et puis surtout. Au-delà du mental et du leadership, il y a aussi le fit sportif en fait. Hein. Il est encore bon défenseur et le fit sportif offensif avec Gobert est très bon. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal pour Mike Conley et pour Minnesota. En tout cas mieux que la dernière fois que tu sais, mon souvenir d'un meneur qui se fait prolonger au mois de février-mars, donc avant la free agency, c'était Eric Bledsoe qui était prolongé en mars 2019, je crois. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu sorti de nulle part même. Exactement. Et c'était un peu, on se disait ça allait être le point central de la free agency de Milwaukee. Que faire et surtout quelle autre option ils pourraient avoir. Bon, finalement ils avaient fait ça, ils s'en sont mordus les doigts. donc voilà. Mais bref, est-ce que tu as entendu parler du No Bull Tour? No Bull Tour. Ouais, BULL. Non, dis-moi en plus. Eh bien le bull, c'est pour les Bulls. Et aussi pour le bullshit, et oui, puisque le No Bull Tour, en gros, donc
pas de bullshit, hein, les conneries, hein, donc pas de bullshit. Le tour de la tournée de pas de conneries. C'est Scottie Pippen, Luc Longley et Horace Grant, donc 3 anciens joueurs de Chicago de l'époque, qui font une tournée. Là, actuellement, ils sont en Australie. Ils font une tournée sur scène, hein, vraiment dans des théâtres et sur scène pour raconter leur histoire et surtout pour démonter, je cite, démonter ce doc à la con. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu ça. En parlant de Last Dance, du coup, j'imagine. Exactement, en parlant de The Last Dance, voilà. Donc Scottie Pippen dit non, c'est que des conneries. Horace Grant aussi, il était pas très fan. Des accusations comme quoi ce serait la top de Sam Smith, etc. Donc voilà. Il dit si vous voulez la vérité, venez nous voir sur scène. donc voilà pour Scottie Pippen. Et puis dans l'actu aussi, quelques revenants. Est-ce que tu connais, tu avais entendu parler de Marques Bolden, je ne sais pas si tu le connais, qui vient de signer à Charlotte, Marques Bolden, qui était le pivot à l'époque. Qui était aux Sixers, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y était aux Sixers, effectivement, et qui était le pivot de Zion, surtout à Duke, à l'époque. Un jeune pivot. Donc Marques Bolden est de retour. Darius Bazley aussi, qu'on a connu à OKC, qui avait fait un peu à Phoenix, je crois, l'an dernier, et qui est de retour aux Sixers, lui, cette fois. Très bon défenseur, mais malheureusement, rien de plus. L'attaque s'est jamais développée, ouais. Exactement. Ouais. Buddy Boeheim aussi. Est-ce que tu connais Buddy Boeheim, qui est en fait le fils de Jim Boeheim, le fameux coach légendaire et historique de Syracuse? Eh bien, Buddy, qui est un shooter d'élite, qui est pas juste un fils à papa, non, qui est un shooter d'élite qui a signé à Détroit. Donc voilà. Et puis, des vrais contrats pour Lester Quinones, la surprise des Golden State Warriors, ça, depuis une quinzaine de matchs. Lester Quinones. Oui, le fameux Quinoa, pardon, je m'excuse. Quinones, pardon. Et puis, Jeremiah Robinson Earl également obtient un contrat pour la fin de saison. Petit chouchou du basket là, cette fois, lui, il est aux Pelicans. Lui, il a quitté OKC, aux Pelicans. Donc voilà pour quelques signatures. Et puis, Adam Silver qui nous dit qu'il est satisfait du niveau de jeu en NBA. Voilà, les fameuses conférences de presse du All-Star Game. Lui, il est satisfait du niveau de jeu en NBA et je le cite, « Je ne suis pas d'accord avec les gens qui trouvent que les équipes NBA ne défendent plus. Les défenseurs doivent juste couvrir des distances bien plus grandes. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, Adam Silver s'y connaît mieux que 98% des analystes NBA de radio, de télé et de partout. C'est beau. Mais quelque part, c'est aussi un peu rassurant, quoi. que le big boss de la NBA comprenne un peu ce qui se passe dans sa ligue, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Non, mais comme j'aime bien taper sur lui quand je suis pas d'accord avec ses décisions, mais là on peut le dire quand même quand il a raison tout de même. Et puis dernier, pardon, après j'arrête pour de vrai. Quoique, la NBA envisage de fermer la team Ignite. Toi qui aimes bien aussi le scouting un peu, la team, tu sais, la fameuse équipe qu'ils avaient montée en D-League. La raison, c'est que on nous dit l'injustice a disparu. L'injustice n'existe plus. Quelle est cette injustice? C'est le fait que des jeunes basketteurs puissent passer par la D-League plutôt que par la case NCAA où ils n'étaient pas payés. Donc il y avait cette option de la team Ignite où ils étaient payés, hein, les meilleurs prospects du pays. Bon, il se trouve que maintenant que la NCAA commence à rémunérer les athlètes, voilà, l'injustice a disparu, donc et surtout comme ça coûte de l'argent et que je pense que médiatiquement ça marche pas tant que ça, cette fameuse équipe de prospects d'élite. Voilà, je pense que la NBA pourrait envisager de fermer ça apparemment. Et puis OKC qui coupe Alex Veil, Pokuševski, c'est fini pour Poku du côté d'OKC, lui un peu le symbole des joueurs hipsters de OKC de l'époque. Donc voilà pour les infos de la semaine. Est-ce que Poku, tu t'aimais bien ou pas? Non. Moi, j'ai jamais trop aimé Pokuševski. Mais c'est vrai que la G-League, je trouve, c'est dommage parce que j'aimais bien, en fait, l'idée de base. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais la première année, en fait, c'était pas que des prospects. Ils avaient ramené un coach, Oui. Je sais plus qui c'était, mais ils avaient. Tu sais qui c'est ce coach? Ce coach, c'est Kevin Ollie. Ah, mais c'est vrai. Ah, bah voilà. Eh oui. Voilà. Et ils avaient ramené des vétérans aussi. Ils avaient ramené Jared Jack, des joueurs comme ça. Et oui, t'as raison. L'idée était pas mauvaise en fait, je trouve, sur le papier. Donc au final, c'est, je pense, une grosse déception pour un peu tout le monde. D'autant que les prospects qui sortent de G-League n'ont pas franchement réussi, quoi, pour l'instant. Oui, après, on va pas se mentir. Moi, si j'ai de nouveau tous les top prospects du pays qui reviennent jouer en NCAA, moi qui aimais bien la draft et scouter, ça me facilite la vie. Parce que là, actuellement, les dernières drafts, t'avais des joueurs qui partaient dans toutes les ligues différentes. Je savais pas où est-ce qu'il fallait pour trouver les matchs et pour scouter. Donc voilà, peut-être qu'un retour vers la NCAA, ce qui pourrait aussi aider la NCAA. On verra ça.
Et donc on peut passer aux affiches de la semaine. Alors pour vous dire, en toute transparence, nous sommes vendredi soir, vous écoutez ça lundi, mais le temps de faire le montage, etc. Donc voilà, nous on a pu voir que les matchs de jeudi soir, donc c'est ça, oui, jeudi soir. Donc on n'a pas vu beaucoup de matchs, on a eu seulement une nuit de NBA, mais on a 2 matchs dont on voulait parler aujourd'hui et surtout broder un peu autour, vous allez voir. Le premier, c'est Charlotte. Tu voulais Charlotte Utah, c'est ça? Tu voulais parler notamment de Taylor Hendricks, donc ça fait office un peu de scouting de la semaine notamment, mais tu peux parler aussi du match. Et puis on parlera aussi de Dallas, les Dallas Mavericks New Look, le fameux Dallas Phoenix. On parlera du match et de Dallas. Mais je t'en prie, on peut commencer. Tiens, alors commençons par le Utah Charlotte pour changer. Commençons par les petits. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match? Commençons par les gros matchs de la semaine donc. Et en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant un peu, je pense, c'est peut-être tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe, mais peut-être un peu remettre le contexte de pourquoi ce match était intéressant pour moi. C'est parce que le Jazz, du coup, a effectué pas mal de trades avec Ochai Agbaji, pardon. Et donc, ça laisse de la place à un joueur, du coup, un jeune rookie qui avait quasiment pas joué avant la trade deadline, qui s'appelle Taylor Hendricks. Et donc, c'est un peu, là, c'est vraiment ses premiers matchs en NBA. Donc, je trouvais ça assez intéressant de l'observer, tout simplement. Donc, j'ai regardé le match principalement pour observer. Et c'est vrai que la première chose qui est à noter, je trouve, qui est intéressante avec lui, c'est le profil défensif qu'il a finalement. Parce qu'on parle d'un joueur qui est plutôt assez grand, qui est très grand. Il était placé face à Brandon Miller et je pense qu'il est un poil plus grand que lui et il a de très longs bras et du coup, il est placé sur le front de courte un peu bizarre du Jazz avec du coup John Collins et Lauri Markkanen. Et je trouve ce qui est intéressant défensivement, c'est ce qui était un peu vendu à sa draft, c'est que il a déjà plutôt du coup, au-delà de ses attributs physiques où il a une très longue envergure, etc., il a déjà de très bons réflexes en rim protection, je trouve. Ouais. Donc c'est un joueur qui protège déjà pas mal son cercle en protection secondaire. On est vraiment dans un truc un peu moderne mais classique, j'ai envie de dire, à dans la veine du côté Jaren Jackson Jr., tous ces joueurs qui viennent depuis le côté faible. Et c'est vrai que là-dessus, il est plutôt pas mal. Et il commence le match tout de suite, une des premières possessions. Il commence le match, il vient faire 2 aides au cercle, assez intéressantes sur, je crois que c'est un pick and roll. Il y a Nick Richards qui reçoit la balle la première fois. Il vient le contester. Nick Richards prend même pas le tir, ça revient. Du coup, il ressort. Ça revient sur Miles Bridges qui attaque le close-out et voilà. Et Taylor Hendricks vient le contrer. Donc c'est vrai qu'il est assez intéressant et je trouve que ce qui ressort avec lui, c'est qu'il a un vrai côté kamikaze défensif. C'est-à-dire, bon, c'est un petit détail, je trouve. C'est pas une grande importance de son jeu, mais il a ce côté où poster sur la tête, il y a pas de souci, il va y aller quoi. Il a vraiment pas peur. Et ce que j'ai bien aimé et là où j'étais assez agréablement surpris sur le point de vue défensif, c'est que il y a aussi un côté on-ball plutôt intéressant. Il a une belle réactivité, une belle vitesse d'appui, je trouve une belle vitesse latérale, en plus de son corps assez imposant et de sa force physique. Donc en fait, il y a un vrai défenseur, je trouve, avec un vrai potentiel on-ball et off-ball qui est intéressant. Après, c'est pas encore parfait, notamment sur la défense, par exemple, dans la navigation d'écran, loin du ballon, il n'est pas tout à fait parfait, il est encore en retard, ou sur quelques feintes, il saute encore beaucoup. Bon après c'est le premier match NBA donc j'ai envie de dire c'est normal mais il saute encore beaucoup dans les feintes donc je pense qu'il y a à terme quelques soucis de faute il pourra en avoir mais c'est vrai que je trouve que pour finir un peu sur ce premier aspect c'est le côté défensif et je trouve ultra intéressant de ce qu'on voit parce qu'il y a vraiment ce côté on-ball très intéressant et aussi off-ball quoi c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un peu le profil défensif, comme tu dis, assez polyvalent en termes de rôle et aussi de position. Comme tu dis, il est très jeune. Hein, il a 20 ans à peine, drafté donc à peine en 2023, et il sort de UCF Florida, donc l'université de Florida. La question que j'ai, moi, c'est que je sais pas toi ce que t'en penses. Le profil défensif, ok, ça peut être génial. Après, je vois qu'à la fac, il a shooté à 40% à 3 points. Ouais. À mon avis, ça va être aussi un point clé de son jeu, au-delà même de est-ce qu'il peut développer des skills, etc. C'est que est-ce qu'on a juste un défenseur
est-ce que potentiellement on a juste un défenseur un peu spécialiste, si on veut dire, ou est-ce qu'on peut avoir un joueur un peu plus viable? Ça peut être aussi une des questions, quoi. C'est ça, c'est la grande question, je pense, avec lui. C'est que pour l'instant, déjà, ça c'était vraiment un truc qui a été ciblé pendant sa draft, c'est que le handle et la capacité à créer pour lui ou pour les autres, elle est quasiment nulle, quoi. Il a un handle vraiment pas très fonctionnel, j'ai envie de dire, je trouve. Et pour l'instant, à Utah, on le voit quasiment jamais avoir le droit de poser le dribble. En tout cas, je sais pas s'il il n'a pas la capacité ou si c'est des consignes, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'il ne pose quasiment jamais de dribble pour l'instant par terre et que son rôle offensif est ultra limité. Il reste dans le corner là, franchement, hier, c'est assez impressionnant. Toute la première mi-temps, il passe quasiment toute la première mi-temps dans le corner droit. Et le problème, c'est que c'était un peu ce qui a été vendu avec lui. C'est un profil ultra moderne où il y a le côté défensif et en même temps les 3 points qui rentrent. Et pour l'instant, le shoot rentre pas trop et il a pas du tout la respectabilité, ce qui est assez normal. Mais on est sur un petit échantillon encore une fois. Mais le shoot a pas l'air de rentrer excellemment bien pour l'instant, alors que c'était un peu sa promesse à la draft. Et c'est pour ça qu'il a été drafté 10e, je crois, ou 9e, enfin dans le top 10 en tout cas. Neuvième, ouais, Et, tout à fait, neuvième. et avec Tyler Hendricks, pour l'instant, voilà, on est sur un joueur offensivement très peu développé. Le plus gros apport qu'il a, c'est presque, et ça rentre un peu dans les systèmes du Jazz, c'est qu'il a un bon sens du rebond, notamment offensif, je trouve. Donc ça, c'est intéressant, mais voilà, on est sur un joueur qui, un peu tout va se passer sur son shoot, je pense, et pour passer un peu du joueur du utility player au vrai joueur de rotation, comme tu as dit. Et c'est vrai que dans le match d'hier, il y a notamment une séquence du coup où dans le deuxième quart-temps, où il est aligné aux côtés de Walker Kessler du coup. Les deux sont ensemble et là c'est vrai que l'attaque patine complètement parce que il n'y a pas de spacing. Il y a deux joueurs incapables de créer pour soi-même ou pour les autres. Et donc en fait la défense est un peu ultra agressive sur les autres qui sont Jordan Clarkson, je crois à ce moment-là. Ouais. Il y a notamment Jordan Clarkson, donc on voit beaucoup de Jordan Clarkson forcément quand il est sur le terrain. Mais c'est vrai que je crois que là il y a une longue période où le Jazz met 2 points sur je sais pas sur un échantillon assez important, mais au-delà des 2 points il y a vraiment une qualité de tir trouvée qui est pas très bonne. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui va être à suivre avec Tyler Hendricks. C'est vraiment, est-ce que la promesse du shoot qui avait été faite du coup à Florida, c'est ça, ouais. Et est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et c'est ça qui pourra le faire passer un peu dans une autre sphère, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que avant la trade deadline, on avait une raquette Markkanen, Simone Fontecchio en poste 4-5 qui gagnait les matchs 182 à 181. Là, Ouais, la raquette Hendricks, en gros, ils perdent les matchs 2-0, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. ouais, C'est-à-dire ouais. grosse En défense, mais gros, c'est l'attaque ça. compliquée, quoi. Ouais. Mais non, effectivement, on en avait parlé la semaine dernière, je crois, mais clairement, le trade de Olynyk, c'est fait pour faire de la place. Alors, c'est fait pour tanker aussi, mine de rien. Mais c'est aussi pour faire de la place et pour commencer un peu à tester Hendricks, qui du coup, toi, t'as beaucoup plus, un peu des deux côtés du terrain, mais surtout, donc, tu dis défensivement contre Brandon Miller. Ouais. C'est vrai qu'il a été. En fait, moi, je l'avais. C'est pas le joueur que j'ai vraiment scouté sur son année NCAA. Et donc, j'ai beaucoup regardé ce que les autres ont fait. Et c'est vrai que quelque chose qui ressortait beaucoup, c'est que c'était surtout un défenseur protecteur de cercle finalement. Et Ouais. là, j'ai été assez agréablement surpris par sa défense vraiment sur l'homme et sur du coup Brandon Miller où on a eu un duel plutôt sympa, puisque Brandon Miller, on a quand même remarqué que malgré la bonne défense de Tyler Hendricks, il a une capacité de shot making qui a l'air enfin qui est déjà pour un rookie, notamment pour trouver ses spots à mi-distance, qui est assez impressionnante. Et ouais, on est sur un joueur qui est ouais qui a des problèmes pour accéder au cercle parce que je pense que ça a jamais été sa force et il a un problème aussi de handle je pense et de puissance physique. Donc là je parle de Brandon Miller et surtout face à un joueur comme Tyler Hendricks, mais qui a une capacité un peu de shot making qui est vraiment assez impressionnante pour un rookie.
sur les mi-distances, les longues mi-distances et les 3 points, il est déjà ultra efficace, quoi. Donc on a eu un duel assez sympa, mais Tyler Hendricks m'a beaucoup plu m'a surpris en fait par sa défense, par la qualité de sa défense on-ball, quoi. Ouais. Alors moi pour le coup Brandon Miller non plus je connais pas bien. C'est un rookie que effectivement on n'a pas trop vu parce que d'habitude on regarde un peu les matchs compétitifs et donc c'est pas trop Charlotte, en tout cas pas beaucoup Charlotte. Mais effectivement j'avais entendu parler un peu de cet aspect où son jeu est très intéressant et il y a un très bon shot making et un très bon jump shot, surtout pour sa taille, c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant. Hein. Mais que, alors je sais pas, comme je connais pas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un peu comme Michael Porter Jr., un peu ce syndrome-là de jump shot et zéro drive. Mais j'avais un peu entendu que c'était aussi ce truc-là de, bah finalement le jump shot mi-distance très bien, mais on va assez peu au panier, il y a très peu de vrais drive, il y a très peu de fautes provoquées non plus. Je vois que là il est dans la moyenne en termes de provocation de fautes, donc voilà, il y a peut-être aussi ce truc de s'il avait eu le drive, quoique non, il aurait pas été first pick, mais ça aurait été un potentiel offensif encore plus évident, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, t'as t'as très bien résumé. C'est vrai que c'est son gros problème aujourd'hui et c'était déjà un peu son problème à Alabama. C'est Ouais, que il vit beaucoup par le shoot. Alors c'est un shooter, je pense à terme d'élite, mais oui, un peu dans ce syndrome Michael Porter Jr. Et c'est vrai que il y a pas le passing non plus d'ailleurs, hein, comme MPG. non, 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 non. Alors, je trouve qu'il y a des séquences plus intéressantes que MPG. En même temps, Ouais, c'est dur de faire pire, j'ai envie de dire. oui, Mais, mais, euh, mais mince, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est marrant parce que son joueur préféré, c'est Paul George, Brandon Miller, et il y a des ouais. séquences où vraiment c'est du mimétisme presque, c'est le même joueur, quoi. Si t'as pas les maillots et les visages, c'est assez impressionnant. Voilà. Ok, ok pour ce Charlotte contre Utah qui n'a pas été fait par FD, hein, vous remarquez. Est-ce que tu as d'autres remarques sur ce match-là ou est-ce qu'on peut avancer? Rapidement, mais c'est vrai que Vas-y, du vas-y. coup, je redécouvre un peu, ça demande un peu un plus gros échantillon. Là, je me suis surtout focalisé du coup sur le Jazz et Tyler Hendricks. Mais Micic, du coup, qui est rookie, mais qui est déjà âgé et qui a été dans le trade du coup de Gordon Hayward, il a l'air plutôt intéressant aux Hornets, notamment dans la capacité vraiment. Je découvre un très bon passeur, quoi, un joueur capable de très très bonne lecture sur pick and roll. Donc voilà, petit détail. Bah, c'est vrai que lui, pour le coup, je crois qu'il avait énorme joueur en Europe. Hein. Comme tu dis, il est pas si jeune que ça. Bah, il a 30 ans d'ailleurs, et il a été MVP d'Euroleague apparemment, et il jouait pas du tout à OKC, alors que ça avait été, enfin, on en parlait un peu comme un renfort compétent en fait hein, pour une équipe qui avait commencé à avoir des prétentions. Si on se remet en début d'année, OKC c'est juste une équipe de play-in qui est très jeune et qui a un peu d'ambition de faire plus, et on se dit bon bah c'est bien qu'on rajoute un vétéran et là-dedans et qui va faire du bien. Je dois dire que je j'ai pas du tout été conquis moi. Sur tous les matchs que j'ai vus d'OKC, j'en ai eu pas mal cette saison. J'étais même très déçu de ce niveau de jeu, en tout cas de ce qu'il faisait. Mais comment dire, ce qui rappelle aussi l'importance d'un joueur comme ça, du contexte en fait. Hein, quand un joueur qui sort pas du système américain ou quoi que ce soit, t'arrives, t'as pas forcément la confiance, peut-être la confiance qu'il devrait avoir par rapport à son statut ou autre. Mais là, comme tu dis, une fois qu'il est mis à Charlotte et qu'on lui donne des ballons, bah ouais, on voit qu'il peut faire des choses, notamment sur pick and roll, alors que pour le coup, moi, c'est là où j'avais été un peu déçu, c'était un peu l'attaque sur pick and roll là, ok, ici. Là, apparemment, à Charlotte, ça va beaucoup mieux ce pick and roll, donc tant mieux. Ouais, exactement. C'est pour ça, c'est vraiment le côté je redécouvre un joueur, quoi, je partage ton avis, mais je pense qu'il y a un peu l'avis de tous, qui avait été ultra décevant au Thunder, quoi. Ok, voilà pour ce Charlotte-Utah, du coup. Je pense pas qu'on parlera de ce match aujourd'hui, mais on l'a fait. Et donc, Dallas-Phoenix. Parlons un peu de ce Dallas-Phoenix. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match en prime time entre les Mavericks et les Suns remporté par Dallas? Par où commencer? Peut-être par le fait que, par le début de match un peu chronologiquement, mais c'est vrai que le début de match est assez à l'avantage de Phoenix.
Ça se voit aussi dans le score. Mais je trouve que, par exemple, la création offensive sur le début de match est très très bonne à Phoenix parce que ça passe par beaucoup de créations off-ball, par exemple, avec pas mal de pin down ou de stagger ou du coup des écrans loin du ballon. Et on crée pas mal de décalages comme ça, ou alors par Youssouf Nourkic qui joue soit des end-off, soit du short roll, et on trouve énormément de décalages et énormément de séquences et où je me dis en fait quand je les vois sur ce début de match, où je suis dans ce côté où je suis vraiment ultra impressionné par cette attaque de Phoenix qui arrive à trouver tout simplement de très bons tirs sur ce début du match. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, le match est serré assez longtemps. Et finalement, il y a un run de Dallas, je crois, troisième quart-temps ou fin troisième. Enfin bref, ça commence un peu à se séparer. Mais ouais, comme tu dis, j'ai trouvé que le mouvement de balle de la part de Phoenix, quand ça clique, comme on dit, mais il est assez impressionnant. Franchement, on n'a pas de vrai créateur héliocentrique, responsabilité massive qui peut attaquer sur pick and roll chaque possession. On n'a pas ça, mais on a des séquences de ball movement, de mouvement de balle. Pardon pour parler français. J'ai relevé pas mal de séquences où, bah, comme tu dis, ça commence avec un pick and roll de Booker, ensuite il renverse de l'autre côté, ça attaque le close-out, ça revient sur Nurkic qui joue un peu la tour de contrôle en tête de raquette et pas que des dribble hand-off un peu simplistes, un peu simple, très très simple, un peu à la André Drummond. Non, c'est vraiment je sais gérer ce genre de situation, je sais lire le jeu, je passe par dessus, je balance vers le corner opposé, etc. Donc le jeu vit bien en fait. Il y a vraiment de très très belles séquences. On n'a pas dit il y avait pas Bradley Beal, mais qui a été remplacé dans le 5 par Eric Gordon, qui pareil se met dans ce rôle de attaquer les close-out, faire l'extra pass, etc. Grayson Allen, magnifique aussi. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas, encore une fois, on le répète depuis le début de saison, mais on n'a pas ce modèle de joueur qui peut attaquer frontalement comme un Doncic, comme un LeBron ou autre. Mais on a aussi un fond de jeu qui est développé avec pas mal de joueurs très polyvalents là-dedans, notamment les stars qui peuvent jouer on et off ball. Et tu vois, je me posais la question, est-ce que Kevin Durant a déjà joué avec un meilleur intérieur passeur que Nurkic en carrière? Peut-être que j'en oublie. Peut-être que j'en oublie, mais je suis épaté de l'alchimie qu'il y a entre les deux en fait, où il y a pas mal déjà sur les côtés improvisation, sur les dribble and off, mais même parfois tu as des systèmes un peu scriptés où on fait tourner Kevin Durant autour de Nurkic, ou alors avec des backdoors scriptés et prévus. Enfin, je trouve que l'alchimie entre les deux est très bonne et ça convient bien à Kevin Durant qui lui non plus n'est pas un frontal pick and roll chaque possession, qui aime bien jouer off ball. Et donc j'aime beaucoup ce duo et je me dis presque que j'en viens à regretter que pourtant il a une belle carrière, hein, KD. Mais je regrette un peu qu'il ait jamais joué avec un excellentissime, peut-être pas à ce point, mais un très très bon passeur comme Nurkic plus tôt en carrière, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question rapidement, on est d'accord qu'on compte pas Draymond comme un vrai intérieur, du coup. Oui, Draymond, ça compte quand même. Oui, c'est vrai. Il y a eu Draymond, c'est vrai. Il y a eu Draymond. Ça... Mais à part ça, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment aussi noté pas mal de séquences où en fait c'est vraiment une Nurkic qui crée sur vraiment du poste haut et bah il y a des feintes je crois ils le font deux fois. Je crois que c'est avec KD. Je sais pas si c'est avec KD les deux fois. Il y en a une, c'est sûr. Mais en fait, le fait d'avoir du coup bah vraiment Nurkic sur en tête de raquette, et en fait c'est un peu la même réflexion que sur faire un post-up split de Draymond Green. C'est de lui donner la balle et autour de lui, il y a un spacing fou et du coup, on ramène Kevin Durant là-dedans pour lui faire jouer un hand-off ou des feintes de hand-off et ils le font deux fois, je crois. Du coup, ils font une feinte de hand-off et du coup, Youssouf Nurkic le sert parfaitement et du coup, t'as Kevin Durant qui peut aller au cercle là-dessus et soit c'est dunk, soit c'est gros décalage. En gros, dans la théorie, c'est ça. Mais oui, j'ai aussi noté vraiment une belle alchimie entre les deux, entre Kevin Durant et Youssouf Nurkic. Ce que j'ai noté aussi, c'est la question du spacing qui va être importante avec Phoenix, parce que Dallas avait déjà fait le coup à Noël, le match à Noël où ils avaient fait beaucoup de rotation très en avance, en venir surchargeant la raquette pour forcer l'extra passe. Donc plus tu l'as tôt dans la raquette, plus tu fais une pré-rotation tôt, plus le passeur il pénètre, il voit un mec, il dit je vais faire la bonne action, c'est-à-dire ressortir. Et donc en faisant ça, tu forces l'extra passe vers l'extérieur plutôt que de laisser arriver dans la raquette. Donc Dallas avait déjà fait ça. Ils ont un peu recommencé, je trouve. Ils ont un peu recommencé sur des pick and roll, mais aussi sur des post-up
Alors tu me diras, Phoenix a aussi fait de même de l'autre côté. Hein. Oui, c'est ça, c'était assez marrant la symétrie. Ouais. La symétrie, comme tu dis, où Luka Doncic sur post-up et on vient amener 2-3 joueurs autour, on surcharge le terrain complètement, on fait pencher la défense d'un côté et pareil de l'autre côté, donc avec la défense de Dallas. Donc voilà, il y a un peu cet aspect-là et j'en reviens à ça parce que le spacing peut être un élément clé. Parce que quand il y a du spacing, on a vu qu'il y a des séquences parfaites de mouvement de balle, très impressionnantes pour le coup. Mais quand il n'y en a pas, c'est vrai que ça devient plus embêtant. Et je pense notamment au cas de Josh Okogie, qui, mine de rien, avait un rôle cette saison, qui a un rôle cette saison plutôt, je dirais pas majeur, mais pas du tout négligeable. Et c'est vrai que dès qu'il est sur le terrain, ou dès qu'il y a un non-shooter sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que lui, mais ça devient un peu compliqué. Et Dallas arrive à prendre des comment dire, des largesses dans le plan de jeu et à l'abandonner, en fait, hein, tout simplement pour surcharger autour de Kevin Durant, pour aider sur les drives de Booker, etc. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est assez important. J'ai trouvé aussi que Dallas était extrêmement agressif sur les stunts pour le coup sur ce match-là. C'est-à-dire, quand t'avais Durant qui drivait côté droit, t'avais Josh Green qui faisait un méga stunt hyper agressif pour lui sauter sur la ligne de drive et lui boucher l'espace, quitte à un peu délaisser son shooter à 3 points, quoi. Donc Dallas était vachement plus, excuse-moi, vachement, c'est pas un très joli mot, était beaucoup plus agressif, je trouve, sur ses stunts. Ça a été un point clé et je parle aussi de ça parce que dans les faits, je sais pas si t'as remarqué, mais Josh Okogie, du coup, ils en ont fait un backup pivot en fait pour pouvoir le faire jouer. C'est-à-dire que il est plus en tant que ailier comme de formation, mais on a un Nurkic qui est le pivot. Et puis on a aussi des séquences où il y a pas Nurkic, il y a pas non plus Drew Eubanks. Le pivot backup c'était Josh Okogie. Et c'est un peu de cette manière qu'ils arrivent à cacher un peu le truc parce que du coup c'est Josh Okogie en pivot entre guillemets plus 4 shooters autour. Oui, c'est ça, c'est le non-shooter. Et il y a d'ailleurs une séquence, je crois, dans le deuxième quart-temps où il y a Josh Okogie et un des deux pivots. Et là, c'est vraiment... mais je crois que Frank Vogel appelle temps mort ultra rapidement. Et pour rebondir un peu sur ton côté, les aides très tôt, je trouve que ce match a, mine de rien, montré la différence entre Kevin Durant et Luka Doncic, quoi. Parce que en gros, les deux équipes ont fait pas mal c'est des équipes qui théoriquement switchent beaucoup et donc ça a aussi créé pas mal sur du post-up ou sur de l'isolation. Kevin Durant, on l'a vu, après c'est aussi son jeu, hein, mais demander beaucoup d'isolation et c'est vrai que pour le coup, c'est un peu là où je suis déçu, où j'ai été déçu par Phoenix, c'est la différence qu'il y a eu par exemple sur la première mi-temps notamment entre le premier et le deuxième quart-temps. C'est-à-dire que dans le premier quart-temps, il y a des vraies séquences ultra impressionnantes. Et dans le deuxième quart-temps, il y a des line-up vraiment moins fortes, avec un moins bon spacing, avec pas forcément Booker pour créer le premier décalage, parce que je trouve que c'est sans doute le plus fort de cet effectif, aussi pour créer sur du pick and roll. Et on voit beaucoup de séquences d'isolation de Kevin Durant, donc qui finissent souvent par un panier, parfois par un panier parce que c'est quand même Kevin Durant, mais où les Mavs finalement sont très agressifs aussi sur lui, avec des aides très tôt, des double teams, etc. Et il n'y a pas forcément il y a plus cette même synergie collective. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté où la qualité de tir trouvé baisse vraiment drastiquement sur certaines line-up et dans le même temps c'était assez marrant parce que je trouve que de l'autre côté, Luka Doncic crée beaucoup sur post-up parce que c'est Grayson Allen qui est sur lui, donc il demande même pas le pick and roll et il va faire du post-up et il alterne parfaitement entre soit jouer, vraiment de la manipulation de défense, c'est-à-dire un coup je joue pour moi, puis après je fais de la passe, et c'était un peu un festival je trouve de ce côté-là. Et en fait, après quelque part c'est aussi ce qu'il avait fait au match de Noël où il fait un match statistiquement fou, je crois à plus de 60 points je crois. Mais voilà, mais c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment vu la différence de rayonnement collectif sur une attaque entre Kevin Durant et Luka Doncic, ce qui n'est pas nouveau, mais je trouve que c'était assez frappant parce que du coup les deux défenses étaient, comme on l'a dit, assez similaires et il y en a un qui a plus réussi à l'exploiter pour le reste de l'équipe que l'autre, j'ai trouvé. Oui, non, je suis d'accord. Et un autre truc que je trouve assez marrant, c'est que avec les Mavericks, pas tout le temps, mais de temps en temps, occasionnellement, on a des équipes qui essayent un peu des couvertures, qui nous rappellent pourquoi est-ce que t'es obligé de faire des prises à deux, souvent sur Luka Doncic. parce qu'en fait, si tu le laisses en match-up un peu individuel, que tu fais pas de prise à deux et que tu laisses, là en l'occurrence c'était Grayson Allen,
Ben ouais, ça marche pas quoi. Alors j'ai un souvenir en tout début de saison, c'est Brooklyn qui faisait un peu ça, où Dallas venait pas forcément poser d'écran et Doncic attaquait directement son match-up. J'ai un souvenir d'un match un peu plus tard dans la saison, mais je sais plus exactement lequel. Mais voilà, de temps en temps, t'as des matchs comme ça où en fait, bah, le Doncic, il a pas le premier pas explosif, il a pas cette vivacité, mais en fait, bah, on s'en fiche parce qu'il est capable. Si tu le laisses en 1 contre 1 contre beaucoup de match-up, alors pas tout le monde, mais contre beaucoup de défenseurs. Ben non, en fait, tu peux pas, quoi, parce qu'il va au panier, il a des tirs de qualité, et là, ils lui ont mis Grayson Allen, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, il y a des fois, bah, juste on partait sur ISO, le pull-up à 3 points, et Grayson Allen n'était pas en position de contester, mais surtout, donc, des lignes de drive, où on n'appelait pas forcément de pick and roll, et puis il allait au panier, et puis voilà, quoi. Et puis il y avait pas assez de résistance, en fait, sur le drive. Donc voilà, c'est toujours le rappel tous les 20 matchs à peu près de pourquoi est-ce qu'il faut faire des prises à deux ou mettre de la pression ou surcharger le terrain autour de Luka Doncic, et que bah, si tu le laisses juste en 1 contre 1, bah, ça marche pas en fait. C'est pas, ça marche pas assez bien. Mais oui, non, juste par rapport au spacing de Phoenix aussi, on a parlé de Josh Okogie. Je me demande à quel point l'arrivée d'Houston Hill peut pas être la solution, justement. Et justement, j'ai été surpris parce que je trouve qu'il rentre assez tard dans le match en fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, je m'attendais à ce qu'il ait vraiment un plus gros rôle. Oui, mais c'est pour ça que je pense que à terme, ça peut le devenir, ça l'est pas encore, mais à terme, je me demande à quel point, pardon, les Suns vont pas préférer ce profil de Royce O'Neal, qui est un 3&D, qui en vérité est plus à l'aise en attaque qu'en défense, même s'il est compétent en défense, mais je pense que les gens ont beaucoup l'image d'un 3&D, alors qu'en fait, c'est aussi quelqu'un qui est un bon passeur, qui est plutôt un bon driver. Ouais. C'est pas un scoreur, mais c'est un 3&D qui est capable du dribble et sur de la passe, en fait. C'est plus ça, et qui est pas non plus, qui est moins bon défensivement qu'un Dorian Finney-Smith, par exemple. Mais voilà, je pense que je me demande à quel point, est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas, ou alors sur une série de playoffs, contre un match particulier, ils vont pas se dire, bon, Josh Okogie est meilleur en défense, c'est clair, mais peut-être qu'on peut se passer de ça et avoir un moins bon défenseur, mais qui par contre va pas nous handicaper autant sur le spacing. Donc voilà, le fameux Royce O'Neal qui a pas coûté grand chose, ben ouais, c'est un très bon coup parce que ça peut de facto faire un peu la cinquième roue du carrosse, ça se dit ça, le cinquième gros temps de jeu de l'effectif à côté de les 3 stars et Nurkic, quoi. Donc potentiellement on peut avoir un line-up avec seulement Nurkic en non-shooter, et comme en plus c'est lui qui a la balle sur des dribble and off, il compte pas dans le spacing. Donc voilà, Royce O'Neal à surveiller. Ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive en playoff et qu'il joue sur une série de playoffs 28, 30, 32, 33 minutes par match, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord, mais c'est ça qui est intéressant et je trouve qui va très bien dans ce système de Phoenix. C'est le côté vraiment en fait le double côté que tu as très bien dit, mais menace du shoot qui va être respecté, et en même temps cette capacité à attaquer le close-out et à être un très bon passeur qui rentre vraiment un peu dans cette philosophie offensive des Suns, quoi. Donc oui, en fait, je pense j'espère que c'est qu'une question de temps, parce que je pense que tu as un meilleur équilibre à terme avec Royce O'Neal qu'avec Josh Okogie, et ça peut être même pas forcément le cinquième, mais ça peut être, voilà, t'as encore Grayson Allen et Eric Gordon. Oui. Du coup, dans des rôles vraiment de beaucoup plus shooters, mais qui peuvent aussi avoir ce rôle, et du coup, ça peut être ça un peu ta rotation, quoi. Et mine de rien, les Suns ont quand même une rotation assez profonde cette année. Alors que c'est toujours l'interrogation, hein, quand on a un effectif avec 3 gros salaires ou plusieurs gros salaires, on se dit comment il y a plus assez d'argent pour le reste. Mine de rien, les Suns, ils ont fait des coups plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix. Nurkic, Grayson Allen, on s'attendait pas à ce que ça soit aussi bon par rapport à leur salaire. Là, ils vont chercher Royce O'Neal, Josh Okogie qui a pas coûté beaucoup non plus, mais qui peut être aussi un match-up clé sur certaines séries de playoffs ou certains match-up particuliers. Eric Gordon aussi qu'ils ont récupéré. Franchement, ils ont une rotation de 7-8 pour moi, qui peuvent totalement, les 8 peuvent jouer pas mal de temps de jeu, plus on peut en rajouter 2 ou 3 qui aussi sur une série de playoffs peuvent jouer pour moi 10-15 minutes par match. Un peu utility player, hein, pour le coup. Mais voilà, la profondeur pas mal. Pour une équipe qui a autant de gros salaires, autant d'argent sur 3 gros salaires seulement, bah ouais, ils s'en sortent pas mal.
On peut passer aux questions auditeurs. Donc, nous en avons quelques-unes pour cette semaine également, malgré le All-Star Break. Une première question de Tyler. Tyler qui nous dit quel joueur vous verriez bien dans le registre ou le rôle de Lauri Markkanen dans le Jazz de Will Hardy, en gros, qui pourrait atteindre ce niveau d'efficacité à la finition sur un tel volume ou une telle gamme de tirs, ou, pour reformuler, le système de Will Hardy a fait de Markkanen un All-Star ou un quasi All-Star. Quels sont les joueurs qui pourraient bénéficier d'une telle utilisation ou optimisation? Pourquoi pas un Mikal Bridges, finalement. Un joueur qui est, je pense, un fort shot, mais en gros, le profil qu'on cherche, c'est un fort shot making, mais qui a pas forcément la capacité de créer pour lui autant qu'il veut, quoi. Donc peut-être ça, franchement, je sais pas, mais toutes les jeunes stars qui ont un peu bah, tu sais ce syndrome, c'est pas un syndrome, mais ce côté tu vois, un Jason Tatum a jamais eu des scores d'efficacité d'ultra élite, un Anthony Edwards, parce que ils ont une sélection de tir. Bon là je parle de méga stars, mais du coup il y aurait pas vraiment d'explosion, mais tu vois ce côté vraiment où la sélection de tir sur en fait des joueurs chez qui j'aimerais voir une amélioration de la sélection de tir. Et sinon j'en ai un, mais c'est quelqu'un qui est vraiment ultra inefficace, mais qui pour moi a le problème de toute sa carrière n'a jamais été mis en mouvement off-ball, par exemple. C'est un joueur comme Jalen Green, à qui on demande systématiquement depuis qu'il est en NBA de créer ballon en main. Donc après, c'est un peu le joueur aussi, le joueur flash ultime, c'est-à-dire que c'est des hauts, des bas. Mais peut-être que dans un contexte un peu meilleur comme ça, il pourrait y avoir un bon. Après, il part de très très loin aussi, quoi. Oui, oui, c'est vrai. J'essaie de penser à des noms. Est-ce qu'un Zach LaVine, par exemple, qui est déjà de base un très bon finisseur, est-ce que si tu le mets là-dedans, ça peut pas taper des chiffres, justement des chiffres comme un peu comme Lauri Markkanen, tu vois? Ah, j'aime beaucoup, ouais. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, Zach LaVine, c'est bien. Ça, ou alors après, t'as un peu la facilité, comme tu dis, des porteurs de balles. Bah oui, tu les mets dans du spacing, des porteurs de balles, ça, forcément, ça rend mieux, quoi. Mais j'avais pensé à ça. Je me demandais aussi à quel point est-ce qu'un Pascal Siakam aussi, tu vois, peut pas, dans une meilleure optimisation, peut pas redonner des résultats très intéressants. Je sais pas, mais ouais, le profil un peu Zach LaVine qui est déjà bon. À quel point si tu mets là-dedans, il peut pas aller taper un peu comme Markkanen des chiffres un peu d'élite. Ça pourrait être intéressant, en tout cas, je pense. Donc voilà pour cette question de Flotix qu'on connaît, qui nous dit question rigolote pour l'hebdo. Klay Thompson tout en haut des tablettes du Magic, c'est vrai, c'était une rumeur de cette semaine. La pire fausse bonne idée de l'été ou pas? Ça dépend du contrat, mais après c'est sûr que je vois le côté fausse bonne idée, parce que l'idée c'est que le Magic est peut-être l'équipe avec l'équipe forte avec le pire pacing de NBA, quoi. Mais du coup c'est une bonne idée si tu rajoutes un shooter là-dedans. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est la fausse bonne idée, c'est quoi? C'est si jamais il lui donne un contrat max? Je sais pas, c'est Flotix qui parle de fausse bonne idée. Moi, je suis pas d'accord que c'est une fausse bonne idée, pour le coup. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, quoi. Selon le montant, ça peut être une bonne idée. Non, là où le cas Klay Thompson peut être une fausse bonne idée pour n'importe qui, c'est question de statut, question d'ego et de velléité aussi. Si Klay Thompson, il veut encore beaucoup de responsabilités, il veut des pull-ups et il veut, voilà, ça peut être problématique. Mais non, Orlando qui va chercher un Klay Thompson sobre, on va dire, non, j'ai pas trop de problème avec ça, même c'est plutôt pas mal pour le coup. Mais il faut pas que ça soit, je suis Klay Thompson, j'ai 4 bagues, vous êtes que des jeunes, donnez-moi les ballons, quoi. Non, ça il faut pas. Ça oui, ça serait la fausse bonne idée, ce serait un Klay Thompson créateur, mais bon, on n'a jamais vraiment eu trop ça pour l'instant en carrière, donc ça va. Question de Sixella intéressante. Quel est votre All Fun Team de 2024? Les 5 joueurs les plus fun à regarder cette saison. Je vais dire à la main, je crois que je suis obligé de mettre Jalen Brunson. Ouais. Parce que les Knicks forcément, donc il y a un côté très affectif, mais ça fait tellement longtemps que même pour moi, que fan des Knicks, il n'y a jamais eu une saison sous le maillot des Knicks qui m'a fait autant kiffer, donc je suis obligé de le mettre. Ensuite, je mets Podziemski à l'arrière. Ouais, facile. Parce que facile, mais je pense que je mets Paul George parce que j'adore sa saison. J'adore sa saison un peu des deux côtés du terrain. J'ai presque envie, alors j'en ai pas vu assez, mais de ce que j'en ai vu, j'ai beaucoup aimé, mais Vince Williams
Ouais. des Grizzlies et du coup dédicace à Tom avec qui j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais du peu que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, je vais mettre Aaron Naismith. Voilà, je vais mettre Aaron Naismith. Et en poste intérieur, euh, je vais mettre. Est-ce qu'on peut mettre Jalen Johnson en 5? Ah oui, tu peux, oui. Bah alors c'est Jalen Johnson en 5. Et voilà, ce serait mon 5. Je crois que j'en avais pas mal aussi, le Podziemski et Jalen Johnson. Je crois qu'ils feraient partie de mon équipe également, assez, assez nettement. Est-ce qu'on a le droit de mettre des Doncic et Jokic ou pas? Ou est-ce que c'est triché? Ou alors est-ce que ça respecte quand même le côté, bah c'est fun quoi. Je ne sais pas. Ouais. Sinon je les aurais aussi. Non, moi j'aime beaucoup Hartenstein aussi. Ce que fait Hartenstein à New York, appelé dans un rôle plus grand. Oh là là, je ne vais pas parler d'Artenstein aujourd'hui, Guillaume. Mais non, mais Hartenstein, moi j'aime beaucoup. Sinon, je réfléchis qui c'est que j'aime bien regarder. Bon, les Lakers, Austin Reeves, j'aime beaucoup aussi aux Lakers. Mais ouais, il y aurait de quoi faire. Mais c'est vrai que Jalen Johnson, c'est ultra fun à regarder. Moi, j'aime bien ton équipe aussi. Tu vois, j'ai juste rajouté 2-3 remplaçants, mais je suis d'accord avec ton équipe pour le coup. Mais voilà. Question de Tex Filou. En regardant les stats avancées actuelles, comment expliquez-vous qu'un joueur qui est 6e au VORP, 10e au PER, 4e au WinShare, 8e au Box Plus Minus et qui joue 35 minutes de jeu soit autant sous-évalué dans vos classements All-Star ou Top 100? Évidemment, parlant de Sabonis. Je pense parce que déjà les stats qui ont été cités, c'est pas forcément les modèles que je prends en compte parce que c'est souvent des modèles, par exemple le PER, qui tient en compte que de la production, quoi, en gros, et pas forcément des stats, voilà que. Donc c'est pas déjà le premier truc, c'est que c'est pas les stats que je mettrais le plus en avant, mais je pense que c'est surtout parce que avec Sabonis, il y a un côté compromis immense, mais offensif et défensif en fait. Défensivement, évidemment, mais offensivement, on parle quand même d'un joueur qui est pas forcément le scoring le plus incroyable. Donc en gros, il faut que tous les ballons passent par lui. Donc voilà, et enfin voilà. Donc pour moi, c'est un joueur qui a énormément de compromis, donc j'ai du mal à le valoriser énormément. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on a ce sont des mesures enfin, des stats qui essaient de mesurer un impact, mais il y en a qui sont très imparfaites, d'autres un peu moins, mais quand même imparfaites. Mais tu vois, par exemple, comme tu dis, le PER, c'est de la production. PER, en gros, c'est un remix de points, passes et rebonds. En gros, hein. C'est pas vraiment une stat avancée, c'est juste à quel point tu produis. Donc là-dessus, bah oui, lui il produit beaucoup, donc il va être très haut. Le win share, enfin, comment dire, on va pas y aller une par une, mais c'est vrai que les stats, tu vois, par exemple, le box plus minus, c'est aussi une stat qui, c'est l'équation d'un mec dans son coin, et notamment dans le box plus minus, ils ont dit, bah, une passe pour un pivot, ça va être x8, alors que pour un meneur, c'est x1, parce que c'est plus dur pour un pivot de faire des passes. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu relique d'un ancien temps, quoi. Et quel est, ça aide aussi à booster les scores au box plus minus de Jokic, de Sabonis, de Sengun, etc. Donc c'est aussi pour ça, en partie. Bref, enfin, en gros, je pense que les modèles sont assez imparfaits et il faut pas non plus les prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, il y a une année où on avait Will Barton qui était 4e. Je crois que c'était au VORP, ou si je dis pas de bêtises, ou enfin une stat all-in-one qui était sortie et c'est Will Barton était 4e. On s'était dit ah ouais, ok, c'est un peu bizarre quoi. En tout cas, les créateurs de ce genre de stats disent c'est aussi ce genre d'exemple qui nous servent à voir qu'est-ce qui marche pas et comment est-ce qu'on peut mieux faire quoi. Mais comme tu dis, je te rejoins sur le côté compromis et finalement, c'est ce qu'on a bien vu en playoff d'ailleurs, c'est que en saison régulière, ces stats-là vont refléter une belle emprise sur le jeu parce que c'est le cas, mais arrivant en playoff, l'emprise elle est peut-être un peu moins et notamment un joueur comme Sabonis, il a pas de spacing loin de l'action, mais même avec le ballon, Golden State le respectait pas, il y a tous les compromis défensifs, etc. Donc oui, faut dire que les mesures qu'on a sous les yeux, par exemple, il y en a beaucoup qui prennent en compte la production individuelle du joueur d'une manière ou d'une autre, calculée d'une manière ou d'une autre, reformulée d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, l'impact, il va au-delà de simplement qu'est-ce que le joueur est capable de produire balle en main, quoi. Si je m'exprime un peu bien, j'espère que je le fais en tout cas. Mais voilà. Après, je pense que je suis quand même plus haut qu'une certaine moyenne. Alors je sais pas, mais tu vois par exemple Ben Taylor, lui, il le sac carrément. Il dit bon bah Sabonis, je vais même pas le mettre All-Star chez moi parce que en playoff on sait qu'il y a des difficultés. Donc je trouve que c'est un peu exagéré aussi parce que voilà, Oui, la valeur c'est oui. pas que le playoff non plus quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Cela dit, il était pas si bas que ça quand même dans le top 100 de l'été dernier, non? Je sais plus.
Non, et puis là, il est dans l'épisode qu'on avait fait sur les All-Stars, sur la Kobe Lab, je crois qu'il était genre, on l'avait mis 25e ou 26e, quoi. Il était 25e, ouais, il y avait 24 places et il était 25e. Il aurait pu rentrer, c'est vrai, il aurait pu rentrer. Question de Sixilla qui nous dit à quel point le fait que Chet Holmgren et Cason Wallace ont des chiffres d'efficacité très importants pour des rookies, les deux sont à 109 de true shooting plus, est dû à leur rôle dans le contexte collectif du Thunder. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Je pense qu'il faut un peu dissocier les deux, c'est-à-dire que Cason Wallace, c'est évident que c'est dû à son rôle. Il est dans le 99e centile en termes de fréquence de tirs pris dans le 3 à 3 points dans le corner. 100% de ses tirs à 3 points sont assistés. Donc on est vraiment sur un joueur qui profite des décalages créés auparavant et qui est vraiment, même s'il y a des flashs de playmaking, enfin des flashs, non pas vraiment des flashs, mais des séquences balle en main assez intéressantes, on est sur un scoreur qui profite du système global d'OKC, là où Chet, on est plus sur une anomalie et c'est beaucoup moins dû au système. Et c'est même un peu surprenant parce que pour le coup, enfin, personnellement, moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau de responsabilité / efficacité. Pour le coup, ouais, Cason Wallace, c'est plutôt un rôle réduit, donc le rôle joue grandement. Il joue comme un peu un Bruce Brown, hein, pour le coup. Le Bruce Brown, poseur d'écran des Brooklyn Nets, etc. Pour Chet, c'est vrai que je pense que la question revient beaucoup aussi par rapport à Wembanyama, en fait. Il y a un aspect qui dit, tu sais, Chet, il est aussi plus efficace parce qu'il est à OKC, moins de responsabilité, l'équipe est meilleure que Wembanyama qui est aux Spurs et qui est tout seul. Et je pense qu'en un sens, ça joue, le contexte. Mais il y a pas que ça, en fait, pour moi, je trouve. Parce que Chet Holmgren, je suis pas sûr que Chet Holmgren, si tu le mettais aux Spurs, il tenterait autant, il ferait autant, il créerait autant. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça fait aussi partie de l'équation et notamment, c'est aussi la caractéristique d'un Wembanyama. C'est aussi pour ça qu'on a pas mal de highlights extrêmement impressionnants, c'est qu'il tente beaucoup, en fait. Wembanyama, il tente beaucoup, c'est Antoine Tartrou qui en parlait déjà l'an dernier, et qui se posait la question de à quel point, je sais pas s'il il me l'a posé à moi en privé ou s'il l'avait parlé dans un podcast, mais il y a un aspect avec Wembanyama qui était aussi de beaucoup tenter, et on le voit, hein, c'est pour ça que il y a des highlights impressionnants, il y a des pull-up à 3 points sur une jambe impressionnants, mais il y a aussi une efficacité qui du coup est pas très bonne, quoi, qui est au niveau de la moyenne, je crois. Là où Chet Holmgren c'est plus sobre, et je pense qu'il y a aussi un côté où certes peut-être qu'il aurait plus de responsabilités ailleurs, mais en même temps je pense pas qu'il forcerait non plus la création. Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a aussi une donnée un peu intrinsèque aux joueurs sur le répertoire, quoi. Je pense pas que un joueur, un role player total, tu le mets dans une équipe d'élite, il est que finisseur, et dans une autre équipe où il y a un vide, et il devient créateur majeur. Oui, je pense pas. Je pense qu'il y a des petites nuances, mais parfois on surestime un peu cet aspect-là, je trouve. Oui, je suis d'accord qu'il y a un côté, mais enfin, un côté un peu naturel et jeu naturel d'un joueur qui est Oui, c'est ça, qui fait ouais la part du joueur, et même pas forcément en NBA, mais enfin je pense à tout niveau. Il y a des joueurs qui sont plus qui ont plus la fibre du passing entre guillemets, qui ont plus la fibre de tenter des choses un peu folles, et donc voilà, je pense que c'est voilà, je suis d'accord. Je suis pas sûr non plus que Wembanyama, alors peut-être que si, hein, mais que Wembanyama, pardon, que Chet Holmgren serait testé beaucoup au poste bas, beaucoup en isolation, dans une équipe moins forte. Alors peut-être que oui, mais je suis pas sûr non plus. Mais bref. Question de Logan. Quel est votre role player préféré all time et pourquoi? Celui que vous estimez le plus fort. Et il précise 20% d'usage max en carrière et jamais all-star. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il définit un role player. Quel est ton role player préféré all time? Du coup, j'en ai deux. J'en ai un dont j'ai un peu plus, on va dire, vécu la carrière. C'est Nicolas Batum, que j'ai toujours trouvé assez incroyable. Batum, il a jamais fait 20% d'usage. Du coup, c'est en carrière, c'est jamais plus, ou c'est la moyenne en carrière? Je crois que c'est jamais plus, ouais. Je crois, hein. Aïe. Il y a quelques saisons quand même, Batum était quand même un peu créateur, quoi. Mais je peux te le compter un peu si tu veux. Et l'autre, du coup, faudrait que je vérifie aussi. Mais ouais, il a une saison à 24%, punaise, Batum. Mais l'autre que j'ai un peu découvert, du coup, quand je fais ma série. Quand j'essaye de retracer un peu et d'évaluer le vrai niveau des joueurs, c'est vrai que Boris Dio,
En fait, du coup, je l'ai croisé beaucoup de fois parce que du coup, j'ai essayé de faire Manu Ginobili, j'ai essayé de faire Steve Nash. Même quand on fait Garnett, bah du coup, il y a forcément des séries aussi face à Boris Dio. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est 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 le basket pur que j'aime, quoi, entre guillemets. Oui, comme disait Nico sur la centaine, notre top 100 des années 2010, c'est, comment on disait, le joueur le plus utile de l'ère moderne, le role-player le plus utile, le plus précieux de l'ère moderne, avec une polyvalence des deux côtés du terrain, un match-up des deux côtés du terrain constant. Euh, Moi, il y a un nom qui me vient en tête de suite, c'est Wesley Matthews, que j'ai toujours beaucoup aimé. Après, peut-être, est-ce qu'il a peut-être flirté avec les 20% à un moment Mmh. donné? Mais j'ai toujours beaucoup aimé Wesley Matthews, moi, de mon côté. Après Draymond Green, mais est-ce que Draymond Green c'est un role player? Ah non, il a été All-Star, donc ça compte pas. Mais ouais, j'aimais beaucoup aussi PJ Tucker dans ses belles années, Ah, à Miami notamment. L'année à Miami où il est pas que défenseur, il est aussi un peu connecteur en attaque. J'aime bien ce genre de profil. J'essaie de réfléchir un peu, mais c'est vrai que ouais, il a quand même pas mal, mais qui me viennent de suite, c'est ça. Ouais, Wes Matthews, j'aime beaucoup. Moi. ok. Question de Yoka qui nous dit Houston pas assez fort pour le play-in, mais a priori pas assez nul pour avoir son pick à la draft, protégé top 4. Quelle stratégie adopter sur cette fin de saison, Baptiste? C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, mais c'est un peu Houston, ça sent pas très bon depuis un mois ou deux, quoi. C'est la soupe à la grimace. Euh, je pense que, en plus, je l'ai dit juste avant qu'on tourne l'épisode, mais j'en ai un peu parlé avec d'autres gens, d'autres fans des Rockets. Mais je pense que le côté intéressant de cette fin de saison, il serait dans le côté tester Amen Thompson le plus possible. Parce que enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'ils réfléchissent parce que aujourd'hui on sait pas trop sur qui compter dans le projet, à part Sengun et Jabari Smith en gros parmi les jeunes. Et c'est vrai que du coup Amen Thompson il montre des choses intéressantes. Je trouve que défensivement bah, c'est génial surtout à côté dans le dernier match là j'ai pas vu en entier donc j'ai pas voulu en parler mais on voit des séquences où il est vraiment placé le plus proche du panier possible, presque avec beaucoup de pré-switch, etc. Et c'est dans une démarche où ça permet à Alperen Sengun d'aider Alperen Sengun. Donc c'est intéressant. Et offensivement, c'est une question de savoir à quel point ce fit est viable. Je pense que c'est ça l'intérêt de la fin de saison des Rockets, c'est parce que moi je suis très très bas sur en fait, leur fit offensif. Pour moi, c'est impossible à l'heure actuelle. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer au moins. Et donc, bah, peut-être que dans cette fin de saison, il est là l'intérêt, je dirais, je trouve personnellement, quoi. Donc tu les vois tester des jeunes, quitte à perdre, et quitte à perdre, mais sans avoir le pic au final. Parce qu'on rappelle que le pic part à OKC, sauf s'il est top 4. J'ai du mal à les voir tanker, peut-être à la toute fin de saison, mais j'ai du mal à les voir tanker avec ce coach-là et cette envie d'être compétitif. Donc j'ai du mal à les voir vouloir perdre des matchs actuellement, mais peut-être que ça arrivera et peut-être qu'en effet on va avoir une opération de tanking en se disant il faut qu'on augmente nos chances à la loterie de monter et d'avoir un top 4 quoi, pour garder le pic. C'est possible, mais ouais, c'est un peu compliqué en ce moment à Houston. Euh, Ils sont tombés 12e de conférence. Le play-in s'éloigne un peu, comme dit, mais c'est pas non plus, c'est pas définitif, mais ça s'éloigne quand même vachement. Bref, question de Espadrille 1250. Pour vous, pour quel joueur a-t-on le plus grand écart entre le niveau de jeu et le storytelling? Je vais pas dire le nom qu'il a suggéré. Donc c'est à moi de le dire là, c'est ça? Ah non, non, mais si tu l'as lu, bon, il dit, et pourquoi Kobe Bryant? Mais non, question ouverte, quel est pour toi le joueur où il y a le plus grand écart entre niveau de jeu et storytelling? Punaise, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Kobe, ouais, peut-être. Non, moi je passe à Iverson surtout. Iverson, parce que je pense qu'Iverson, il y a une portée culturelle aussi qui est très marquante et même en termes d'émotion, c'est quelqu'un qui a énormément marqué les gens et ça, on peut pas leur retirer l'émotion qu'ils ont eue et le symbole, il est réel. Encore une fois, il faut séparer l'aspect sportif et l'aspect hors terrain, on va dire, ou en tout cas impact. Et dire que le sportif a été moins bon que l'impact vraiment émotionnel, ça veut pas dire que ça n'a pas existé, quoi. Mais bref, j'espère que je suis pas trop brouillon. Mais ouais, je pense que Iverson, ouais, pas mal. Iverson, pas mal parce que c'est aussi un joueur à compromis. Peut-être un joueur qui a eu une fin de carrière aussi compliquée, mais Melo, dans un Melo, c'est pas sens. mal, ouais.
Oui. Parce qu'il y a mais il a pas tellement de storytelling comme à Iverson. Il a pas cette part vraiment culturelle comme à Iverson, je trouve. Ouais, enfin, Melo, il y a quand même des gens qui disent qui était le meilleur scoreur à l'époque entre Carmelo Anthony et Kevin Durant, quoi. Ouais. Il y en a pour qui c'est une question. Donc, il y a quand même un narratif pas mal autour de lui, quand même. Westbrook a un sacré storytelling derrière lui aussi. Si tu le dis. Si tu le dis. Mais non, mais on parle quand même de très bons joueurs. C'est juste que des Oui. joueurs sur qui il y a peut-être une légère exagération. Mais on parle de très très bons joueurs. Mais peut-être. Et sur une question précédente concernant votre role-player all-time préféré, pourquoi n'avez-vous pas répondu Marcus Smart ou Ron Harper? Marcus Smart, ça compte en role-player? Je sais pas. 20% d'usage. Il les a jamais eu? Il y a quand même beaucoup de responsabilités offensives pour moi, Marcus Smart. Mais ouais. Mais ouais, ok. Question de Timothée. Pour ou contre des playoffs sans système de conférence, c'est-à-dire des équipes à l'ouest sachant que des équipes à l'ouest vont pas le faire cette année en étant meilleures que certaines équipes du top 8 à l'est. C'est ce qu'on disait en préparation hors antenne là tout à l'heure, Baptiste, avant d'enregistrer. Nous avons Chicago qui va faire le play-in avec 26-30 actuellement. Un bilan négatif et ils sont dans le play-in. Avec des mots doux, on le disait évidemment, mais oui. Du coup, moi, je pense que je suis pour. Je suis pour parce que pas d'un point de vue fan, en fait, on a juste envie de voir les meilleures équipes possibles, assez simplement. Ouais. Après, est-ce que t'es prêt à laisser tomber un peu la tradition du Est contre Ouest? Il y a ça aussi. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Il y a un côté tradition. Après, je comprends aussi le côté, cette année, on a des équipes Ouest qui vont aller en playoff et tout. Bon, je comprends, mais après, est-ce que c'est pas la faute du play-in aussi? Tu vois, si on prenait l'ancien format, le 8e, c'est Miami qui a 30 victoires et 25 défaites, bilan largement positif. C'est pas choquant, quoi. Je sais pas, mais après, faut savoir aussi que pourquoi est-ce qu'on avait ça à l'époque? Parce que la NBA et le monde n'étaient pas autant développés, donc faire des trajets longs de la côte est à la côte ouest, qui est immense, un immense pays, c'était pas si simple. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des systèmes de conférences, pardon. Mais sauf qu'avec les avions, c'est plus rapide. Donc notamment, c'est pour ça qu'on a fait évoluer le format des finales. On était avant, vous savez, en 2-3-2. Et désormais, on est en 2-2-1-1-1, comme toutes les autres séries de playoffs. Parce que, oui, aujourd'hui, c'est plus facile de se déplacer rapidement. On pourrait argumenter que, oui, finalement, pourquoi pas faire un Portland-Orlando au premier tour des playoffs. Aujourd'hui, ça ferait un avion qui irait, voilà. Il y a le confort, il y a la vitesse, pourquoi pas. Je sais pas. Moi, c'est surtout le côté tradition. J'aime bien. Je sais pas. J'aime pas changer. Je sais pas. Moi, si je changerais un truc, c'est peut-être le play-in, mais bon. Je vais pas le dire trop fort. Je ne sais pas. Quoique non, sans le play-in, on n'aurait pas eu Miami en finale, ça aurait été dommage. Un avis sur les Hornets. On en a parlé aujourd'hui d'ailleurs, le hasard du calendrier. Question de Timothée toujours. Plusieurs saisons qu'ils sont au mieux, très moyens, et les perspectives sont pas hyper joyeuses pour redevenir compétitifs. Quel signe d'optimisme? Lamelo, Brandon Miller. Bien oui, je crois qu'il les a cités. Ça y est, d'où les signes d'optimisme. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que en plus même Mark Williams qui avait fait 2-3 matchs assez intéressants l'année dernière, finalement, on n'a pas vraiment de confirmation, etc. Après le duo est plutôt cool. Lamelo, Brandon Miller, et jusqu'où tu vas, quoi, je sais, c'est pas non plus ultra excitant, quoi. Après, tu vas sans doute avoir un autre pick de draft cette année, donc ça te fait potentiellement un trio de jeunes intéressants et qui peut être excitant. Mais pour le coup, personnellement, j'aime bien les décisions qui sont prises, à part concernant Miles Bridges, mais quelque part, c'est pas de leur faute. Mais j'aime bien les décisions qui sont prises par le nouveau management des Hornets. Au moins, il se passe des choses. Il se passe des choses, mais il y a quand même pas beaucoup de trucs très inspirants pour l'instant, quoi, on va dire. Mais ouais, est-ce que le risque, c'est pas que Lamelo s'en aille avant que l'équipe ait accumulé pas mal d'assets? Je ne sais pas. Alors, Mais après, il y avait eu aussi l'épisode, tu sais, avec Kenny Atkinson qui devait venir. Donc un coach jeune, frais et compétent, avec cette jeune équipe des Hornets. C'est bon, finalement, il est pas venu. C'est un peu déprimant. On verra par la suite. Question de Dime Zhao, les Warriors qui gagnent les matchs. Mais quel est leur secret, Baptiste? Bon, leur secret, on a sorti un podcast qui s'appelle Le secret des Warriors. Allez l'écouter si ça vous dit. Merci de la question, merci de la passe décisive pour la pub, Dime Zhao. Et puis question de Bamzerito. Comment expliquer la différence d'implacabilité au scoring entre Giannis et les autres mégastars une fois les playoffs arrivés? Uniquement par le manque de jump shot ou y aurait-il d'autres aspects tactiques, techniques? waouh, sacrée question, belle question. Mais je pense que
évidemment qu'il y a le côté jump shot, mais il y a le côté aussi, comment dire, diversité offensive autour de lui. Et le côté où son registre, et je dis pas ça dans un sens où c'est de sa faute, mais son registre est un peu plus prévisible que d'autres stars aussi, parce que à part Lillard, il a jamais eu ce porteur de balle capable de créer aussi beaucoup de décalage pour lui, quoi, quelque part. Je pense que la raison elle est simple, c'est que quand Giannis, enfin, ça se transpose pas aussi bien en playoff, parce qu'en playoff les défenses sont plus resserrées, meilleures aussi pour le coup. Hein, n'oubliez pas qu'en playoff, vous affrontez des équipes dans le top 16, plus particulièrement parfois dans le top 10, ou plus on monte en grade, Ouais. top 5 parfois, en termes d'équipe. C'est pas pareil. Et puis surtout, je pense qu'il a toujours aussi beaucoup forcé. En tout cas, j'ai toujours été frustré de voir à quel point est-ce qu'il voulait être un peu le Giannis balle en main. Or, ce sont des schémas faciles à contrer et qu'on voit depuis X années. On fait un mur contre Antetokounmpo. Quand Antetokounmpo veut jouer au porteur de balle, en tête de raquette ou à 3 points, on fait un mur, le fameux mur comme d'habitude, où on bouche l'espace en fait. Et donc c'est pour ça que le fameux le drive implacable qui passe souvent en saison régulière, il passe moins bien en playoff contre des défenses préparées et des défenses d'élite. Donc il y a ça, le fait qu'il y a ça et que surtout il veut beaucoup jouer là-dessus quoi. Il veut beaucoup jouer là-dessus. Alors comme tu dis, il n'a pas eu un porteur de balle d'élite à côté de lui souvent, donc on l'a pas vu autrement, mais j'ai toujours trouvé qu'il revenait un peu trop sur ça. Et donc c'est ce qui fait que oui, il a un style de jeu en tant que porteur de balle qui se transpose peut-être pas aussi bien que d'autres. Et comme en plus il insiste avec, ça, peut-être que ça explique ça. Mais oui, c'est un profil largement imparfait qui mériterait une plus grande diversité tactique, peut-être on pourrait dire. Mais voilà. Autre question, quel est pour vous le nouvel avantage concurrentiel à avoir en NBA maintenant que tout le monde prend des 3 points? Ouf, large question, large question. Et intéressante parce que pour moi, il n'y a pas qu'une réponse. Et il y a en fait plusieurs pistes, entre guillemets, qui sont, je trouve, exploitées par différentes équipes et de différentes manières. Par exemple, tu peux avoir une équipe comme par exemple les Knicks, que je connais très bien, qui parie sur l'avantage de la bataille des possessions. C'est-à-dire, vu qu'on a... En fait, l'avantage un peu structurel, c'est d'avoir plus de possessions que l'adversaire. Et je crois qu'ils sont... les Knicks sont premiers au rebond offensif et défensif de NBA. Donc tu peux avoir ça, tu peux avoir l'avantage aussi de créer aussi un avantage de plus de possession en créant beaucoup de pertes de balles, par exemple. Tu peux avoir un avantage, en fait, tu peux en avoir plein et tu peux aussi en avoir un vis-à-vis de juste la qualité de tir que tu trouves par le coaching. Et je pense que c'est un point que tu voulais souligner. Oui, non, mais effectivement, il y a le jeu des possessions, donc c'est-à-dire que on peut avoir plus de cartouches que l'adversaire, ça sert pour marquer plus de points, de tirer plus souvent. Mais oui, comme tu dis, peut-être que l'avantage concurrentiel qui existe encore en NBA, c'est le mouvement en fait, c'est la tactique, c'est le jeu. Et finalement, maintenant que tout le monde a un spacing, comment est-ce que tu joues dans ce spacing? Est-ce que juste tu donnes la balle à ta star, un peu statique, un peu isolation, un peu pick and roll, ou est-ce que tu joues beaucoup, tu fais du mouvement et tu arrives à provoquer plein de choses. Et là où un pick and roll, ça des situations un peu statiques, compliquées parfois, où tu as aussi un coup d'opportunité parce que t'as pas beaucoup d'opportunités qui surviennent dans la position. Alors que quand tu bouges beaucoup de partout, tu fais 3000 actions, tu fais un dribble and off et puis tu renverses vers un autre pick and roll et puis tu attaques le close-out, etc. T'as plein de petites opportunités qui se présentent partout dans la possession. Donc ouais, peut-être que le coaching aussi reste un des plus grands avantages concurrentiels à avoir en NBA, paradoxalement, coaching, mouvement, on va dire, le mouvement, peut-être pour le formuler comme ça. Et puis, quels sont les 3 plus gros red flags pour un jeune d'après vous, un jeune joueur d'après vous? Alors, prenons Shabazz Mohamed. Qu'est-ce que Shabazz faisait de mal? Non, je dirais sans doute le QI basket, je pense. Qui se travaille pas trop, en fait. Ouais, c'est ça. Et on a rarement des joueurs d'élite qui, très jeunes, étaient très limités au QI basket et aux instincts. Donc, il y aurait ça. Après, j'ai aussi envie de dire, quoique, je sais pas, le côté implication ou la défense, peut-être, je sais pas. Ouais. Pour moi, les deux trucs qui se travaillent pas vraiment, c'est le côté, du coup, un peu tout ce qui est QI, basket et du coup, pour moi, ça va un peu dans les lectures aussi défensives, tu vois.
Non, c'est un grand Oui. mot, en fait, le QI basket. Mais voilà. Et l'autre truc qui se travaille pas vraiment, et un cas qui illustre bien, c'est RJ Barrett, mais c'est finalement le toucher vraiment. Le toucher de balle et le. Ou peut-être que c'est pas un red flag, mais c'est quelque chose sur lequel on passe facilement pour un jeune et qui, en fait, je trouve, est très dur à travailler. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc on peut concrètement le steal percentage, le free throw percentage. Donc le steal percentage, c'est le pourcentage d'interception. Si un joueur a pas trop le côté cérébral, bah, il va pas pouvoir faire beaucoup d'interceptions. L'assist percentage, ou le nombre d'assists peut-être. Non, pas l'assist percentage, pardon, j'ai dit une bêtise. Ne prenez jamais l'assist percentage. Les stats d'assist pertinentes. Si un joueur fait très peu de passes, c'est un gros red flag. Et puis aussi, comme tu dis, peut-être le toucher, donc soit finition au panier, soit lancer franc, peut-être. Si vous avez un joueur qui est mauvais au lancer franc, en tant qu'extérieur, en tant que shooter, qui fait très peu d'interceptions et qui fait très peu de passes, a priori, il y a peut-être un red flag. Hein, c'est pas pour dire, mais éventuellement. Et donc, on peut terminer avec le quiz. Est-ce que tu es prêt à affronter à distance tes deux autres concurrents? On rappelle que tu es dernier à la race, hein, pour l'instant. Je suis bon dernier avec un tour en moins, évidemment, mais Un je tour en suis moins, prêt c'est vrai. à essayer de recoller. Tu as 33 points, FD est à 40 et je crois que AZ est à 41, je crois. Il était repassé devant. Et donc voilà, tu as un passage en moins. On va voir si tu peux reprendre la tête si tu marques 8 points. Oh non, 9 du coup. Si tu es prêt, on peut y aller. 5 questions d'actu pour commencer. Alors oui, pardon, le quiz, 10 questions, 10 points potentiels bien sûr, plus le Zidane. Et donc on commence par 5 questions d'actu. Qui a dit, puisqu'on est dans une semaine avec très peu d'actu de match, hein, mais qui a dit, je l'ai joué après que je fus moi-même et avant qu'il soit lui-même. Qui a dit ça cette semaine, Baptiste? J'en ai aucune idée, j'ai rien suivi à l'actu. Il parle d'une star. Il parle d'une superstar offensive. Tu peux répéter, je l'ai joué. Je l'ai joué après que je fus moi-même, une fois qu'il était plus bon, quoi, en gros. Tu vois, il était plus dans son prime, c'est un peu ça que ça veut dire. Et avant que lui ne soit lui-même. Et il parle de Nikola Jokic. Mais qui a dit ça? Ah. Qui l'a affronté, mais en étant lui-même un peu trop tard et Jokic un peu trop tôt. Ok. Joachim Noah. J'essaie de faire coller les dates. Mais... C'était bien tenté, mais c'était pas Joachim Noah. C'était Tim Duncan qui a dit ça de Jokic. Puisque effectivement Jokic est en NBA, en rookie en 2016, mais que rookie. Et Tim Duncan est en fin de carrière en 2016, sa dernière année. Et voilà, c'était Tim Duncan qui a dit ça de la part de Jokic, pardon. Deuxième question d'actu. Je n'ai jamais marqué un seul panier de la main gauche. Qui a dit ça? Je n'ai jamais marqué un seul panier de la main gauche. Jamais. Bah, j'imagine que du coup, c'est... Donc tu n'as pas vu passer la citation alors? Non. Mais j'imagine que c'est en réponse à Anthony Edwards. Ah, mais si, je l'ai. C'est pas Larry Bird qui a dit ça par rapport à son concours de dunk. Ah mince. Et non, c'était Boris Dio. Boris Dio qui a dit en interview qu'il a jamais mis un seul panier de la main gauche. Et que même il y avait un assistant des Spurs qui faisait le compte à chaque match de à quel point les joueurs mettent un panier avec leur off-end. Et lui, il était toujours dernier tous les ans. Il dit, je crois que j'ai jamais mis un seul panier de la main gauche. Bon, la question aurait été plus facile si ça avait été, je n'ai jamais marqué un seul panier de la main droite. On savait que ça aurait été Shabazz Mohamed, mais ça aurait été trop facile. Donc 0 sur 2 pour l'instant. Troisième question, Baptiste. Le nombre de minutes de Goga Bitadze contre Cleveland à 3 près. Je sais que j'ai vu que Mo Wagner avait fait un carton. Donc moi je pense que tu es toujours... je vais prendre un extrême. Je sais que la dernière fois j'avais pris aussi un extrême, ça n'avait pas marché. Mais je vais dire 0 puisque Mo Wagner a fait un carton. Exactement. Il n'a pas joué du match. Goga Bitadze qui était titulaire à un moment, qui était resté titulaire devant Wendell Carter Jr. et qui est depuis un peu redescendu dans la rotation. Il fait quelques DNP, donc Goga Bitadze n'a pas joué. En effet, tu as bien joué. Question Baptiste.
Est-ce que t'es prêt pour celle-là? Question d'actu. J'ai Qui peur. a gagné le All-Star Game? La conférence Est. Bon, c'est pour rigoler, mais tu le savais pour de vrai, tu le savais ou pas? Ouais, je savais, je crois que c'est la conférence Est qui a gagné. D'accord. Non, c'était juste pour rigoler, cette question. Aïe, Non, aïe, vraie aïe, question. aïe. Qui a postérisé Jabari Smith Jr. cette nuit? Zion Williamson. Non, c'était Herb Jones. Ah. Du coup, tu Mince, me fais mince. sentir coupable avec ma question blague où tu avais la réponse. Je me sens coupable. J'étais fier en plus. Et donc, hein, dernière j'étais question fier. d'actu. Non, comme tu m'as dit que tu regardais pas l'All-Star Game, je voulais un peu te piéger pour blaguer, mais du coup, je me sens mal. Qui est la première attaque de NBA sur demi-terrain? À mi-saison. Enfin, non, à 2 tiers de saison maintenant. Qui est la première attaque de NBA sur demi-terrain? Désormais, Baptiste. Je vais dire les Clippers. Eh bien, non, c'était OKC. C'est OKC la meilleure attaque de NBA sur demi-terrain. Donc, tu t'en sors avec 1 point sur 5 pour l'instant sur ce quiz, Baptiste. C'est pas très bon. On va voir si tu t'en sors mieux sur le qui est ton coach. Qui est ton coach? Je te donne un joueur, une saison, tu dois me dire qui est le coach. Par exemple, Jimmy Butler en 2023. Qui est ton coach? Eric Spoelstra. Baptiste, Bruce Brown en 2020. Qui est ton coach? 2020. Est-ce qu'il était à Brooklyn ou est-ce qu'il était encore... Il est drafté par Détroit, je crois, Bruce Brown. Et du coup, le coach de Détroit, est-ce que c'était pas déjà Dwayne Casey? Exactement, c'est Dwayne Casey, le coach de Bruce Brown en 2020, tout à fait, avant qu'il parte aux Nets. 1 point pour Baptiste. Deuxième, Clint Capella en 2016. Qui est ton coach, Capella en 2016? Attends, mais 2016, c'est là où ils font le premier tour et du coup, c'est Bickerstaff. Exactement, waouh, bravo. JB Bickerstaff qui arrive en début de saison pour être l'intérim. Tu l'avais en tête celui-là alors? Ouais, celui-là, sans Bravo. réfléchir. Parce que il est coincé entre quelques années de Kevin McHale Ouais. et de Mike D'Antoni. Bravo de t'être souvenu que c'était l'année de Bickerstaff, le fameux JB Bickerstaff qui désormais est aux Cavaliers évidemment. Qui est ton coach? Dennis Schroeder en 2020. Dennis Schroeder 2020. 2020. Où est-ce qu'il joue en fait? C'est ça qui est dur. 2020. C'est tout le quiz. Hein. Ah mais attends, 2020, c'est le coach. Mais c'est sûr qu'il joue au Thunder, c'est l'équipe avec Chris Paul et Shea et Lou Dort et ils font le premier tour. Et le coach c'est oh là là, c'est Billy Donovan. Exactement, tout à fait, c'est Billy Donovan. Tout à fait. Billy Donovan. Quatrième, Jarrett Allen en 2020. Qui est ton coach en 2020, Jarrett Allen? C'est du coup au Nets, qui était le coach des Nets à ce moment-là. Steve Nash. Et non, c'était l'année avant Steve Nash. Et donc c'était Mince. Kenny Atkinson encore à l'époque en 2020. C'était encore lui en 2020. Et oui. Et je crois qu'il se fait virer cette année-là. Et donc j'aurais aussi accepté Jacques Vaughn, qui avait déjà fait un premier passage en tant qu'interim coach des Brooklyn Nets. Et puis cinquième et dernier, un joueur que tu connais, Julius Randle, son année rookie, en 2014-2015. Enfin 2015 du coup, pardon. Du coup, et en plus, Julius Randle 2015. Il joue quasiment pas. Il joue quasiment pas, il se casse la jambe au bout de 5 minutes de jeu, et donc il joue pas de la saison ensuite. Littéralement 5 minutes de jeu, un premier match. Mais qui est ton coach? Julius Randle 2015. Est-ce que c'est la dernière saison de Kobe ou pas? Ou l'avant-dernière? Je peux pas t'aider, mais non, c'est l'avant-dernière. Oui, parce que c'est avec D'Angelo Russell la dernière, c'est 2016. Et oui. Ouais. Je crois que c'est Byron Scott, le coach de cette équipe de la dernière de Kobe. Exactement, tout à fait. Eh ben, tu te souvenais que c'était Byron Scott, le coach des Lakers? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais je me souviens qu'il y avait pas mal de... En fait, je commençais et il y avait vraiment pas mal de vannes sur Byron Scott qui était un piètre coach. On va dire ça comme ça. Byron Scott, effectivement, donc ça te fait un 4 sur 5 sur ce quiz-là, plus 1 point, donc 5 sur 10 sur les questions, donc 5 points de plus. Aujourd'hui, de 33, tu passes à 38. Tu n'es plus qu'à 2 points de FD et à 3 points de Hazard, et donc on finit par le Zidane, la question bonus, le quiz bonus. Zidane, le joueur en 10, donc 10 indices pour deviner un joueur. Plus tu trouves tôt, mieux c'est, évidemment. On est parti, premier indice, 2014. 2014, la draft inoubliable, je veux dire Marcus Smart.
Eh bien, non, c'est pas ça. Non, non. Deuxième indice, les Knicks 2014. Bah forcément du coup. Ah attends, tu sais, j'ai envie d'en tenter un. J'ai envie de tenter Elfrid Payton parce qu'il a joué aux Knicks. Ah, pas mal. Mais non. Mais non, mais non. Oh non. Troisième indice, Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis. Euh... Tu m'as quand même pas fait. Je pense que du coup, je ne dis pas cette réponse parce que je pense que tu ne m'as pas fait Julius Randle quand même. J'ose espérer que tu ne m'as pas fait Julius Randle. Mais du coup, je vais dire Kristaps Porzingis. Qui d'autre est-ce qui a joué? Qui d'autre a joué au Knicks? Je vais quand même dire Julius Randle pour m'assurer que c'est pas lui. Eh bien non, ce n'est pas lui. Quatrième indice, les Chicago Bulls. Chicago Bulls, Chicago Bulls et les Les Knicks. Bulls 2014. Les Knicks, et Porzingis. Porzingis. Je sais pas. Cinquième indice, Rick Carlisle. Donc il a sans doute joué aux Mavs aussi. Ou alors au... Si, ah non, Rick Carlisle, il a fait les Pacers aussi. Est-ce que Doug McDermott, ça peut pas passer? Exactement, c'est Doug McDermott, tout à fait. C'est vrai? C'est Doug McDermott, ouais, tout à fait, tout à fait. Le sixième indice, c'était Greg Popovich, puisqu'il a joué avec Greg Popovich. Le septième, c'était Tom Thibodeau, et oui, il a joué pour Tom Thibodeau aux Bulls, il s'est fait drafter par les Bulls. TJ McConnell, huitième indice, évidemment, parce que le duo éternel McConnell-McDermott aux Pacers, qui est reformé d'ailleurs, qui vient d'être reformé. Neuvième indice, c'était Creighton. Est-ce que tu connaissais sa fac de Creighton? Non, alors là, non, pas du tout. Creighton est shooter. Alors, ce qui est marrant, c'est que Creighton, il était le fils du coach à l'époque, à Creighton. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que, en fait, Kyle Korver aussi sort de la fac de Creighton. Donc, Du coup, c'est un peu marrant ce modèle ouais. du shooter en sortie d'écran. Mais ouais, c'était un Zidane x2, en fait, parce que, dans les indices, donc, en fait, il est passé à Indiana, mais 2 fois. Il a joué avec Joachim Noah 2 fois, donc l'indice aurait pu compter pour x2. Derrick Rose x2 et Rick Carlisle aussi x2. Oui, ce qui est fou, c'est que je l'ai un peu. Déjà pour moi, c'était pas cette draft, mais en fait, parce qu'en fait, quand j'ai pensé Rick Carlisle, j'ai fait du coup, c'est les Mavs. Ah ben non, c'est peut-être les Pacers. Ah mais les Pacers, il vient d'arriver, Doug McDermott. Et puis on a parlé de Doug McDermott il y a pas longtemps tous les deux, donc je me suis dit, il est capable de m'avoir fait Doug McDermott, donc voilà. Alors pour le coup, oui, Carlisle, il a joué donc 2 fois pour Carlisle, donc une fois actuellement à Indiana et aussi donc à Dallas en 2018. Il a fait 26 matchs en 2018 à Dallas. Tu t'avais oublié ça. Ah oui, j'avais complètement oublié, ouais. Il fait partie d'un, je sais pas si c'est un échange d'ailleurs, mais il passe des Knicks en 2018, il passe des Knicks à Dallas. C'est pas l'échange de Porzingis qui est une saison après. Mais voilà. Mais McDermott drafté par Chicago en 2014, donc ça marche pas trop à Chicago. Il fait partie de l'équipe de 2017 du Thunder. Et oui, il a eu comme coéquipier Westbrook l'année des triples-doubles. Enfin, la première année des triples-doubles. L'année où les gens étaient encore prêtés attention au triple-double. Après, l'année d'après, on s'est dit non, c'est pas grave. Avec Alex Sabrines. Exactement. Ensuite, il fait New York, ensuite il fait Dallas, et puis à Indiana. Donc l'époque Malcolm Brogdon, Sabonis, etc., qui trouve un vrai rôle en NBA. Mais voilà pour ce Zidane, et ce qui fait que au bout de 5 indices, ça fait 6 points, et donc nous avons un nouveau leader. Cette fois, tu n'as pas de choke, Baptiste, de 36. Tu passes à 44. C'est beau. Le début de quiz était très inquiétant, les questions d'actu, et puis t'as fait un magnifique quiz de qui est ton coach, et puis un Zidane aussi de bon calibre. Et donc nous avons un nouveau leader de la race, un nouveau. Et oui, et puis tu n'avais encore jamais été devant dans cette race. C'est vrai. Mais bref, voilà pour ce quiz, et voilà pour le Basket Lab, voilà pour cet hebdo, pardon, et merci d'être passé sur le Basket Lab encore une fois, Baptiste. Eh ben, au final, on avait dit qu'on n'aurait pas grand-chose à dire. Je crois qu'on a pas mal parlé, mais c'était une nouvelle fois très cool, et du coup, je mets la pression sur Azad désormais. Tout à fait. Et FD. Je ne l'oublie pas. J'ai tendance à trop vite l'oublier dans le quiz. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et comme vous avez vu, bon, on va pas se mentir. On passe aux aveux, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir un peu comme des bleus, comme des rookies. Rookie mistake, comme on dit. Puisque semaine sans match, on avait à peine 2 matchs à discuter. On s'est dit, on a le temps de faire plein de choses d'autres.
Et du coup, on a un peu traîné sur un peu tout. En tout cas, on a pris le temps de discuter de choses. Et au final, vous avez vu que, mine de rien, on a une hebdo un peu de format habituel, hein, de bonnes heures, plus le mini-format de 20 minutes publié en amont, je rappelle, sur Dallas si ça vous intéresse. Publié hier, donc, pour écouter les Mavs New Look. Mais voilà, au final, ça nous fait une hebdo où on a un peu moins parlé de match, mais on a parlé de un peu d'autres choses. J'espère que ça vous aura plu. C'était une semaine particulière, donc une hebdo un peu particulière et un peu différente de d'habitude. Mais voilà pour cette semaine. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver très bientôt pour, je ne sais pas. je ne sais pas encore, mais on se retrouve très bientôt. J'ai quelques sujets sous la main. J'espère qu'on arrivera à les faire. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast, bien entendu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.